de quoi on va parler aujourd'hui? Alors déjà, on va repréciser ce que c'est que le médico-social, hein, parce que le périmètre n'est pas forcément évident pour tous. Donc, on va vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Ensuite, on va parler de certains types de services et d'établissements en particulier. Donc, en commençant par les CESAD, puis les IME. Puis, on vous parlera des unités d'enseignement. Ensuite, des DAM, quelque chose d'un petit peu nouveau. Et enfin, de vos droits en ESMS. Alors, petit sondage pour démarrer. Donc pour savoir comment votre enfant est scolarisé aujourd'hui. Donc je vais lancer le sondage et normalement, si tout se passe bien, vous devriez le voir apparaître Oui. et vous devriez pouvoir répondre. Là, vous êtes 32 à avoir répondu. Allez, encore 3. J'espère que les 2 qui manquent voient quand même s'afficher le sondage. Mais on va dire que tout le monde a répondu. Donc, je vais mettre fin au sondage pour vous partager les résultats. Donc, vous avez, voilà, c'est assez réparti entre classe ordinaire, Ulysse, avec l'accompagnement d'un CESAD. Donc, vous êtes assez peu à être concernés par les IME, mais on en parlera un peu. Et l'instruction en famille, bon, normalement, on en a déjà, on en a parlé lors du dernier webinaire. Pour cette petite prise de connaissance. Donc, dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un établissement ou service médico-social? C'est une structure qui accueille ou qui accompagne des personnes handicapées ou des personnes âgées aussi, hein. Quand on parle de SMS, c'est assez large, hein. Un EHPAD, par exemple, c'est un ESMS, mais évidemment, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux structures qui accompagnent les personnes handicapées. Un ESMS, c'est géré par une association gestionnaire. Donc, c'est vraiment un système très différent en termes de gestion du système des établissements scolaires ordinaires publics, hein, qui dépendent directement de l'État. Et le SMS, même si c'est une structure privée qui est financée, enfin qui est gérée par une association gestionnaire, elle est financée par l'Agence régionale de santé. Enfin, en tout cas, s'agissant des ESMS pour enfants. Après, concernant les adultes, ça peut être un cofinancement entre l'Agence régionale de santé et les conseils départementaux, mais pour les ESMS pour enfants, c'est toujours l'Agence régionale de santé. Et l'Agence régionale de santé, elle est chargée aussi de structurer l'offre, donc elle organise les appels à projets pour créer des nouveaux ESMS, qui est un processus très long, hein, puisqu'en fait, entre le moment où on définit le besoin, on établit le cahier des charges, on lance la procédure d'appel à projet, si c'est un projet qui nécessite la construction de nouveaux locaux, une fois la décision prise par l'ARS, il se passe encore des années avant que le SMS sorte de terre. Il faut retenir que c'est des process qui sont souvent très longs et prennent souvent plusieurs années. L'Agence régionale de santé définit les conditions d'agrément de ces ESMS, donc le public qui est accueilli, la zone géographique, périmètre dans lequel habitent les personnes qui sont accueillies. L'ARS, elle fixe la dotation financière des ESMS et puis elle a aussi un rôle de contrôle. Alors, qui est-ce qui décide de l'orientation dans un SMS? Alors, c'est la MDPH dans la plupart des cas, mais on verra qu'il y a des petites nuances quand même. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si vous faites connaître votre préférence pour un établissement qui rentre dans la catégorie de ceux vers lesquels la MDPH a décidé d'orienter votre enfant, la commission, donc la CDAPH, elle est tenue de faire figurer cet établissement dans la liste des établissements vers lesquels elle oriente votre enfant. Et ce, quelle que soit sa localisation. Alors, c'est un peu contradictoire avec le fait que l'ARS détermine un périmètre. Donc, si vous demandez un CESAD dans le département voisin et qu'en fait, il ne couvre pas votre département, il y a peu de chances que le CESAD vous dise oui. Mais bon, au moins, vous pouvez quand même faire valoir que c'est le CESAD que vous voudriez et le faire figurer sur la notification. Donc, ce qui peut quand même éventuellement aider dans vos discussions avec les établissements et le cas échéant avec l'ARS si jamais vous avez des difficultés à obtenir une place.
Donc retenez que vous pouvez quand même faire valoir votre préférence pour les ESN, pour l'établissement ou le service que vous souhaitez. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la décision, elle s'impose à l'établissement ou au service. Alors dans la limite de la spécialité au titre de laquelle elle a été autorisée, c'est-à-dire que si, vous avez, un enfant, qui a, pas de diagnostic d'autisme, mais, seulement un diagnostic de, je sais pas, déficience intellectuelle et que vous demandez à ce qu'il soit, orienté vers, un CESAD autisme, c'est vrai que là, l'établissement peut vous répondre que, bah, non, en fait, il est pas, enfin, son agrément, ne couvre pas, le handicap de votre enfant. Mais si c'est pas le cas, si son agrément couvre effectivement le handicap de votre enfant, il est tenu, d'admettre votre enfant, sous réserve évidemment qu'il ait de la place. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que le seul argument qu'il peut faire valoir, c'est: «J'ai pas de place». C'est-à-dire que si c'est un CSA d'autisme, et qu'il vous dit: «Bah, non, parce que, je trouve que votre enfant, bon, il a 13 ans, il est trop âgé», bah, normalement, voilà, c'est pas un argument, légitime, pour refuser votre enfant, si, l'établissement, enfin, si le service a de la place. Et en tout cas, s'il refuse, il doit motiver par écrit, les motifs du refus d'admission, il doit vous l'envoyer, donc insistez beaucoup pour avoir, cet écrit, parce que ça peut vous servir par la suite évidemment en cas de recours. Donc ne vous contentez pas de réponses orales et puis, faites toujours en sorte aussi de tracer par écrit vos démarches. C'est-à-dire que quand vous souvent le réflexe quand on a une notification d'orientation, dans un établissement, un service médico-social, c'est de l'appeler, et puis parfois au téléphone, il va vous dire: «Non désolé, j'ai plus de place», mais du coup, vous n'aurez pas de trace des démarches que vous avez faites. Donc essayez toujours, même si vous l'avez fait, par téléphone, de doubler d'un mail, y compris même si c'est pour juste prendre acte que, vous envoyez un simple mail en disant, «Je vous ai appelé, telle date, j'ai bien noté que vous m'avez indiqué qu'il n'y avait pas de place dans votre SMS dans votre service», et du coup, vous aurez une trace écrite, que vous avez fait, des démarches. Alors, je le disais, en général, une orientation vers un établissement ou service médico-social, c'est décidé par la MDPH, mais c'est pas toujours le cas. Alors, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que les établissements et services, vers lesquels, la MDPH peut orienter, bah, il y a les IME, les instituts médico-éducatifs, les CESAD, les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, les IEM qui sont les instituts d'éducation motrice, mais bon, c'est sûrement moins concerné par le sujet puisque ça concerne plutôt des enfants avec des handicaps moteurs. Les ITEP ou DITEP, donc tout ce qui est institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Et là, c'est plutôt à destination d'enfants avec des troubles du comportement. Les unités, d'enseignement, externalisées, on appelle souvent les raccourcis UE. Les PCPE, donc les pôles de compétences et de prestations externalisées. Là, il y a besoin d'une notification MDPH. Et après, il y a, d'autres types d'établissements vers lesquels il n'y a pas besoin de notification MDPH. Déjà, il y a tout ce qui est, établissement, plutôt et services plutôt de nature sanitaire, hein. Donc là, on n'est pas du tout dans le champ du médico-social. Par exemple, c'est le cas des CMP, les centres médico-psychologiques ou les hôpitaux de jour. Comme on est dans le champ du sanitaire, il n'y a pas besoin d'orientation MDPH. Et après, il y a des structures qui relèvent quand même du médico-social, donc les CAMS, les CMPP, mais qui, ont des procédures d'admission directe et où il n'y a pas non plus besoin, d'une orientation, de la MDPH. Alors un IME, un IME, qu'est-ce que c'est? Bah, un IME, ça peut être beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les IME se ressemblent pas. Pareil, tous les CESAD ne se ressemblent pas. Et donc on peut pas forcément, vous donner, une définition précise de enfin des prestations, auxquelles aura droit votre enfant, dans un IME ou dans un CESAD. Chacun a son projet d'établissement, son projet de service. Il n'y a pas de prestations standardisées, que vous pourriez, exiger d'avoir, pour votre enfant. Et en plus, les prestations dont bénéficiera votre enfant, normalement, elles sont censées être très personnalisées. Elles vont être déterminées dans le cadre de ce qu'on appelle un contrat de séjour qui va être signé à l'admission. Puis ensuite, il y aura un projet individuel d'accompagnement qui sera élaboré, alors normalement au plus tard dans les 6 mois suivant, l'admission de votre enfant. Donc tout ça fait que,
On est dans quelque chose qui est très, qui est censé être assez sur mesure, même si évidemment on est dans un cadre collectif. Et donc, les conseils qu'on peut vous donner, c'est de vous renseigner en amont sur les établissements et services qui sont à proximité de chez vous pour voir si tel IME, tel CESAD correspondrait aux besoins de votre enfant et à l'idée que vous en faites. Alors, il faut noter que c'est quand même pas toujours évident d'avoir un échange ou de visiter un IME ou un CESAD avant d'avoir une notification. Vous pouvez toujours essayer. Mais vous pouvez aussi essayer de trouver des retours d'expérience des parents de votre département. Alors, bon, souvent, on nous appelle en nous demandant est-ce que vous connaissez tel IME, tel CESAD. Alors, bon, évidemment, il y a beaucoup d'IME, beaucoup de CESAD dans toute la France. On n'a pas forcément des retours sur chaque IME ou chaque CESAD. Et puis, même quand on a un retour, c'est souvent un retour isolé. Donc, nous, on n'est pas toujours les mieux à même de vous donner un retour d'expérience sur les établissements. Bon, après, il y a des groupes Facebook sur lesquels on peut se retrouver un peu plus par zone géographique et c'est peut-être le bon endroit où aller essayer de trouver des parents qui peuvent vous parler de tel ou tel établissement auprès d'associations qui ont plus un champ d'action local. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que votre MDPH, elle ne connaît pas forcément de manière très précise chaque SMS, bien au contraire. Donc, elle a quand même tendance souvent à notifier notification assez large, assez générique, en mettant toute la liste des IME qu'elle connaît, même si il peut y avoir des IME qui ont des modes de fonctionnement ou aussi des CESAD qui peuvent avoir des modes de fonctionnement très différents. Et voilà, entre un CESAD qui accompagne des enfants scolarisés à hauteur de 10 heures par semaine et un CESAD expérimental qui fait de l'accompagnement à temps plein. Bon, c'est un peu plus rare, 35 heures par semaine. Voilà, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même type de CESAD, mais il y a certaines MDPH qui vont vous dérouler la liste complète. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas trop compter sur la MDPH pour avoir le sens de ce qui répond le mieux aux besoins de votre enfant. Donc, essayez euh, de, de vous renseigner par vous-même. Alors, Hélène dit que n'entendez pas. Alors, Hélène, si vous n'entendez pas, peut-être que c'est que vous faudrait peut-être changer de navigateur. Ça peut être une solution. Mais je ne vois pas. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, oui, nous, on Oui, t'entend, en tout cas, il n'y a pas de Ok. souci. oui, moi, pas de Désolée, souci. Hélène. Mmh. Pas d'autre idée que le changement de navigateur, sinon ça doit être quelque chose qui est lié à Se reconnecter. votre PC. Alors, quelques chiffres quand même pour avoir une idée du nombre de structures qui existent en France. Donc, bon, c'est des chiffres qui datent un peu, qui sont de 2018, mais c'est parce que l'organisme qui collecte les chiffres, qui est l'adresse, fait une étude tous les 4 ans. Bon, l'étude 2022 doit être bouclée, mais le temps qu'il publie les résultats, il va s'écouler encore quelques années. C'est pour donner un ordre de grandeur du nombre d'enfants accueillis dans chaque structure, et chaque type d'établissement et du nombre de structures. Donc, les IME, voilà, dans toute la France, c'est 1300 structures, 70 730 enfants accueillis. Donc, ça explique aussi pourquoi, évidemment, on n'est pas capable de vous faire un retour, de vous donner un retour d'expérience sur chacun des IME. Parce que même si on a 1000 parents qui nous contactent chaque année, on est loin d'en avoir plusieurs dont les enfants sont dans chaque IME. Et dans les ordres de grandeur aussi, ce qui est intéressant, c'est le nombre de CESAD. Donc, il y en a 1800 avec presque 56 000 enfants accueillis. Et dans les grandes dynamiques, autant le nombre de CESAD augmente, autant les établissements, ça a plutôt tendance à être sur des tendances assez stables en termes d'établissement et d'effectifs. Alors, parlons des CESAD. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un CESAD? C'est un service d'éducation spéciale et d'accompagnement à domicile. Donc, leur particularité, c'est qu'ils peuvent intervenir sur les lieux de vie de l'enfant, donc au domicile, à l'école. Ils peuvent aussi assurer les interventions dans leurs propres locaux. Et les CESAD sont agréés par l'ARS pour un certain nombre de publics. Par exemple, ça peut être déficience intellectuelle, autisme, polyhandicap. Ils peuvent accueillir des enfants de 0 à 20 ans. Parfois, certains peuvent avoir un agrément sur une tranche d'âge plus restreinte, mais bon, en général,
les ARS essaient quand même d'éviter de limiter trop pour donner sa chance à chacun. Alors les interventions d'un CESAD sont effectuées par une équipe qui est pluridisciplinaire et qui dépend de la composition, enfin qui dépend du public accueilli. Par exemple, un CESAD autisme, typiquement, il va avoir des éducateurs, des psychomotriciens, un ou des psychologues, un ou des ergothérapeutes. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas d'enseignants dans l'équipe. Parfois, on voit certaines confusions. Les parents peuvent penser que c'est qu'un CESAD est un peu autosuffisant et que du coup, il assure aussi une mission d'enseignement individualisée pour les enfants qu'il accueille. A priori, ce n'est pas le cas. Moi, je ne connais pas de CESAD avec un enseignant dans l'équipe. Et en termes de volume d'intervention, c'est un volume qui est quand même généralement limité, hein. On est sur de 4 à 10 heures par semaine. Donc ce n'est pas une prise en charge complète sans rien d'autre à côté. Et donc c'est pour ça que CESAD est souvent un accompagnement complémentaire d'une scolarisation en établissement ordinaire, que ce soit une scolarisation en classe ordinaire ou en UNIS. Après, il y a quelques exceptions, hein. Il y a quand même des CESAD, par exemple, il y a Capotisme à Paris. Eux, c'est un CESAD renforcé pour des enfants autistes avec un autisme plutôt sévère et qui ne sont pas a priori scolarisés. Et donc, du coup, l'accompagnement, il est de quelque chose comme 35 heures par semaine. Donc, ça arrive aussi, mais ce n'est pas le cas, c'est pas la configuration la plus fréquente. Et les interventions, elles peuvent être individuelles ou elles peuvent être en groupe. Alors, petit quiz pour continuer. Sur l'orthophonie en CESAD, ou surtout quand on n'a pas d'orthophoniste en CESAD. Petite question, mon enfant autiste est en CESAD, mais le CESAD n'a pas d'orthophoniste et mon enfant en a besoin. Que dois-je faire? Alors, réponse A, demander une prescription au médecin. Mon enfant pour avoir des séances en libéral, demander au CESAD de conventionner l'orthophoniste en libéral de mon enfant et donc de la rémunérer, ou demander un complément d'AEH à la MDPH pour payer l'orthophoniste en libéral de mon enfant. Je vous laisse répondre. Vous êtes déjà assez nombreux à avoir répondu. Une vingtaine sur les 28 à avoir répondu et encore des réponses. Merci de votre participation au sondage qui est particulièrement élevée aujourd'hui. Avec 22 réponses, je pense que les 6 personnes restantes sont perplexes. Donc, je vais mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, c'est un peu partagé entre demander une prescription au médecin et demander au CESAD de conventionner l'orthophoniste en libéral. Bon, alors, vous n'avez pas été nombreux à répondre, demander un complément d'AEH et effectivement, je pense que vous avez tous en tête que l'orthophonie, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, a priori, ça n'a pas vocation à rentrer dans l'assiette des frais liés au complément d'AEH. Arrêtons le partage. Et voilà la réponse. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il faut demander au CESAD de conventionner l'orthophoniste en libéral et non pas demander une prescription. Alors, ce n'est pas forcément intuitif, hein. On pourrait penser qu'un CESAD qui n'assure que 4 à 10 heures d'intervention par semaine, on pourrait compléter avec des prises en charge en libéral financées par ailleurs par la sécurité sociale. La réglementation ne le permet pas. Et ce qu'il faut retenir du coup, c'est que quand vous êtes sur des interventions qui sont non remboursées par la sécurité sociale, donc je pense à des choses comme la psychomotricité ou l'ergothérapie, si on vous dit, si ça vous dit, je n'ai pas de psychomotricienne, là, c'est possible de faire valoir les frais dans votre demande de complément d'AEH auprès de la MDPH. Bon, selon les MDPH, il y en aura qui seront plus ou moins facilitantes, mais enfin globalement quand même, je pense qu'elles reconnaissent qu'un CESAD, ce n'est pas forcément un accompagnement ultra intensif et que donc ça justifie de pouvoir le compléter avec des prestations en libéral. Et quand elles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, c'est légitime que ce soit financé par le complément d'AEH.
Quand on est sur une intervention qui est, habituellement remboursée par la sécurité sociale, donc principalement l'orthophoniste et la kiné, ce qu'il faut savoir, c'est que si ces interventions sont liées au handicap de votre enfant, et que c'est le handicap pour lequel le CESAD prend en charge votre enfant et est agréé, il ne peut pas y avoir de double prise en charge. Donc vous ne pouvez pas avoir une prise en charge par le CESAD et une prise en charge, en libéral, par, la sécurité sociale. Sinon la sécurité sociale payerait 2 fois puisque la sécurité sociale, elle est déjà, c'est déjà elle qui finance, le CESAD, en fait. Et donc du coup, la sécurité sociale, elle dit au CESAD: «Bah, c'est à vous de prendre en charge, les frais donc d'orthophonie». Donc j'ai bien compris que vous n'aviez pas d'orthophoniste, parce que, ça c'est vraiment un problème, dans toute la France, mais qui est structurel, hein, qui est que, une orthophoniste, elle va moins bien gagner sa vie, dans un établissement au service médico-social qu'en libéral. Donc du coup, les établissements et services médico-sociaux ont énormément de mal à recruter des orthophonistes. Et donc, la solution, dans ce cas-là, c'est que le CESAD conventionne une orthophoniste en libéral, la rémunère, et du coup, la sécurité sociale n'aura pas à payer, entre guillemets, 2 fois, une fois via la dotation au CESAD et puis une fois, via, le remboursement, de vos séances, en libéral. Si vous ne faites pas ça, c'est pas nécessairement vous qui allez être embêté, mais c'est l'orthophoniste, parce que, la CPAM risque de demander à l'orthophoniste de rembourser, les séances, qui, auraient été, payées, directement avec votre carte Vitale. Donc faites attention, si l'orthophoniste ne sait pas que votre enfant est suivi par un CESAD, dites-lui parce que, sinon ça peut vraiment, la mettre, en difficulté. Voilà ce que je peux vous dire sur les interventions, en libéral. Alors ce qu'on nous avait demandé lors d'une de nos premières formations sur le sujet, c'était de donner quelques exemples d'accompagnement. On est allé, demander à certaines personnes de, bien vouloir enfin d'accepter de communiquer de manière anonyme, les projets individualisés, d'accompagnement de leurs enfants en CESAD. Donc là, vous verrez, vous en avez 2. Je ne vais pas rentrer dans le détail des projets individualisés d'accompagnement parce qu'en général, c'est assez long. En général, il y a une partie bilan et puis une partie, voilà ce qui en découle en termes d'objectifs et voilà, d'intervention et d'emploi du temps, pour, votre enfant. Vous verrez que là, on a eu, 2 parents, qui nous ont envoyé, les PIA de leurs enfants. Donc le premier c'est un enfant de 9 ans, qui a été suivi dans un CSA d'autisme et scolarisé en CE2. Donc il a, 5h55 d'accompagnement, par semaine avec, une éducatrice qui vient à l'école en classe et à domicile, une orthophoniste, une psychomotricienne, des activités, physiques adaptées. Donc ça vous donne un peu une idée du volume, d'heures d'accompagnement. L'autre exemple, c'est un enfant de 11 ans. Alors à nouveau suivi en CSA d'autisme. Il se trouve que dans notre communauté, on a beaucoup de parents, d'enfants autistes. Donc n'hésitez pas si vous avez, de votre côté, d'autres exemples pour, varier un peu et donner des exemples pour tous les parents. On est très preneurs, d'en avoir d'autres. Vous verrez, c'est complètement, anonymisé. Puis enfin, on va jusqu'à anonymiser aussi certains éléments de bilan, par exemple, quand on trouve que c'est trop précis et que, ça pourrait permettre, voilà, d'identifier, un enfant. Donc on n'enlève pas juste, les noms. Hem, donc là, cet enfant de 11 ans, il est scolarisé en lycée-école, il a une éducatrice qui vient à l'école, pas à domicile. Il a une psychologue, donc là, sur un mode, guidance parentale une fois toutes les 3 semaines, à domicile, des habiletés sociales, de la psychomotricité, plus de l'orthophoniste, en libéral, conventionné par le CESAD. Donc vous voyez que ça peut enfin voilà, les programmes sont vraiment sur mesure avec des interventions, qui sont, différentes, selon les CESAD, selon, les enfants. Voilà pour les CESAD, je pense qu'on a fait le tour. On va passer aux IME. IME, ça veut dire institut médico-éducatif. Ce sont des établissements spécialisés qui, accueillent, les enfants dans leurs propres locaux. Généralement, il n'y a pas d'intervention en dehors de l'IME. Ce qui est peut-être d'ailleurs un peu dommage parce que, parfois, les parents sont demandeurs de guidance parentale,
pourraient avoir besoin, d'un psychologue ou d'un éducateur, qui interviennent par exemple au domicile pour, vraiment pouvoir vivre les situations, du quotidien et aider, à progresser sur ces situations quotidiennes. Mais c'est vrai que c'est généralement pas la pratique, des IME. Heu, alors dans la réglementation, un IME, c'est pour des enfants qui présentent une déficience intellectuelle, hein, c'est vraiment écrit, comme tel. Alors ça peut être, des enfants autistes avec une déficience intellectuelle, mais en tout cas l'aspect déficience intellectuelle, normalement, c'est quand même au cœur de la définition de ce que c'est un IME. On sent ces dernières années que c'est un petit peu dévoyé quand même, parce qu'avec la tendance, de l'éducation nationale à exclure assez facilement, tout type d'élèves, évidemment on en oublie que l'IME, c'est pas destiné théoriquement à des élèves qui sont, sans déficience, intellectuelle. Les IME, bah, comme les CESAD, ils ont un agrément sur, un type de public, qui peut être autisme, polyhandicap par exemple. Ils peuvent accueillir des enfants de 0 à 20 ans, avec, également, comme les CESAD, la possibilité que ce soit des tranches d'âge plus restreintes. Alors c'est vrai que sur les IME, il peut y avoir, un peu des différences entre la tranche 0-14 ans et la tranche, 14-20 ans parce qu'on ne touche pas les mêmes publics. Et dans la tranche 14-20 ans, on va être, souvent plutôt sur ce qu'on appelle des IM pro, donc qui sont des types d'IME qui sont, destinés à des jeunes qui sont, en âge de se professionnaliser. Qui sont théoriquement destinés à leur apporter un apprentissage, de type professionnel, par exemple, essayer de leur apprendre, le conditionnement, la jardinerie, la blanchisserie. En général, c'est assez limité et puis on ce qu'on appelle professionnel, bah, faut pas non plus, imaginer, des choses, extrêmement, élaborées. La jardinerie, ça peut se limiter à, participer, à l'entretien, du jardin de l'IME donc Heu, c'est pas forcément des structures qui permettent, derrière d'avoir, accès, à un emploi, mais bon, pareil, il y a des différences assez fortes d'un IM Pro à l'autre, donc toujours se renseigner et évaluer, bah, ce qu'est capable de faire l'IME et puis aussi ce que vous en attendez vous parce que, votre enfant ado, il peut rentrer dans un apprentissage, un peu professionnalisant, sauf sans que vous ayez forcément derrière un projet, professionnel, pour lui après, hein. Ça peut être utile aussi, même sans avoir, de projet professionnel. Hem, les interventions d'un IME, donc dans un IME, les enfants, ils sont accompagnés principalement par, des éducateurs spécialisés et des AEP, donc des aides, médico-psychologiques. Il peut y avoir d'autres professionnels, donc des psychologues, des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Bon, comme son nom l'indique, c'est un institut médico-éducatif, donc il est censé y avoir une dimension médicale. Il y a un médecin, mais il est souvent là, plutôt à temps partiel. Il ne faut pas voir le médecin de l'IME comme le médecin traitant de votre enfant, quoi. C'est si votre enfant, par ailleurs, il a, des traitements, bah, ça reste votre médecin habituel, le médecin traitant de votre enfant qui s'occupe, des prescriptions, des traitements, hein. C'est pas ça va pas être le rôle du médecin de l'IME. En termes d'enseignement scolaire, les IME sont censés avoir au moins un enseignant et c'est pas tout le temps le cas. Là, il y a une classe du coup à l'intérieur de l'IME qui est appelée unité d'enseignement, mais il faut être, enfin, faut pas avoir des attentes démesurées sur, la quantité, la qualité de l'accompagnement, enfin de l'enseignement en IME parce que le volume d'heures, il est souvent très limité, hein, de l'ordre de 30 minutes à 2 heures par semaine pour, les enfants qui sont scolarisés, parce que, bah, parfois en fait, il y a même pas de scolarisation, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les établissements spécialisés en France, il y a, alors c'est pas que les IME, c'est tout établissement spécialisé doit avoir, quelque chose comme, 120 000, personnes accueillies et l'éducation nationale n'en identifie que, environ, 70 000, comme étant, effectivement scolarisés. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a toute une part, des personnes accueillies en IME, alors qui parfois sont des personnes qui ont passé l'âge de la scolarité obligatoire, hein, qui ont plus de 16 ans. Donc celle-là, à la limite, on peut à la limite comprendre qu'elle n'ait plus de scolarisation. Mais parmi même ceux qui ont moins de 16 ans, il y en a quand même une partie qui n'ont pas du tout, d'enseignement scolaire. Donc, je dirais ce qu'il faut retenir par rapport à la plupart des IME et encore, bon,
il y a toujours des exceptions évidemment, c'est que, quand votre enfant est orienté en IME, faut quand même un petit peu renoncer à vos attentes, en termes d'enseignement scolaire. Alors l'organisation d'un IME, normalement là, pour le coup, l'accueil, c'est un accueil vraiment à temps plein, hein, donc ça va être quelque chose comme, un accueil le matin à 8h30 ou 9h et puis, jusqu'à, 16h. En général, c'est 4 jours et demi par semaine, voire 5 jours, mais, quand même souvent 4 jours et demi parce qu'ils gardent une demi-journée pour faire, des réunions de synthèse entre professionnels. Les IME, ils sont ouverts généralement la moitié des vacances scolaires. Finalement, par rapport à l'enseignement ordinaire, ils sont accueillis, un peu plus que s'ils sont juste à l'école. Même si un enfant qui est scolarisé, en milieu ordinaire, il peut aussi avoir accès jusqu'à un certain âge à des centres de loisirs, pendant les vacances. Enfin, ceci dit, alors l'enfant qui est en IME peut aussi avoir accès aux centres de loisirs pendant les vacances, hein. Sur la moitié des vacances scolaires où votre enfant n'est pas accueilli, normalement, vous pouvez aussi demander, à la mairie, de l'accueillir, en centre de loisirs, si vous en avez besoin. En IME se pose, la question du transport parce qu'en général, l'IME, il est pas, juste à côté de chez vous. Donc le plus souvent, le transport, il est organisé par l'IME, mais il en a pas l'obligation. Et c'est un transport qui est souvent collectif, et donc comme c'est un transport collectif, du coup, il y a des tournées de ramassage qui sont, hyper longues. Et donc, c'est pas rare que, finalement, un trajet qui devrait durer, 15-20 minutes, si vous faisiez le trajet direct, il dure, 1 heure, voire, enfin j'ai déjà vu plus. Donc c'est vrai que ça, c'est souvent un sujet que nous remontent les parents, c'est que c'est assez fatigant, pour les enfants parce qu'avoir, 1 heure de trajet ou 1 heure et demie de trajet, le matin et pareil le soir, ça peut être assez fatigant, et puis après il y a certains enfants qui supportent pas très bien les transports, qui peuvent avoir des troubles de comportement dans les transports, donc bon, c'est le problème de l'organisation, du système, voilà, éducatif, spécialisé, en France. Donc faut avoir ça en tête. Ensuite, il y a la notion d'internat, d'externat. Alors tous les IME, assurent, le déjeuner et c'est gratuit. C'est une économie par rapport, au système scolaire ordinaire où quand même vous payez la cantine. Et certains IME peuvent comprendre un internat. Alors normalement, la décision d'orientation en internat, elle est décidée par, la MDPH, hein, des souhaits des parents. Bon après ça peut aussi se décider, au fil du temps. C'est-à-dire votre enfant rentre en externat, l'IME vous propose, qu'il soit accueilli par la suite en internat. Alors ça peut être un internat séquentiel, hein, c'est-à-dire pas forcément, d'emblée, la semaine complète, mais 1 semaine sur 2 ou quelques jours dans la semaine. Donc voilà, il y a plusieurs modes d'organisation, possibles. Alors est-ce que votre même question des interventions en libéral, quand votre enfant est en IME, est-ce qu'il peut avoir des interventions en libéral en plus de l'IME? Alors il y a un 1er point à avoir en tête, c'est que, pour qu'il puisse avoir des interventions libérales en plus de l'IME, faut trouver un créneau horaire, hein. Donc quand votre enfant est accueilli, déjà de 8h30, à 16h, 4 jours et demi ou 5 jours par semaine, ça lui laisse quand même plus beaucoup de temps pour, caser, des interventions en plus. Mais ceci dit, voilà, point de vue, théorique, il y a pas d'impossibilité, de cumuler, des interventions, en libéral en plus de l'IME et donc on va être exactement dans le même cadre que ce que je vous expliquais, pour les CESAD. C'est-à-dire que pour des interventions, non remboursées par la sécurité sociale, ben, vous pouvez les faire valoir, auprès de la MDPH. Bon là, peut-être que ça va être un peu plus difficile à faire valoir parce que la MDPH peut considérer que votre enfant étant accueilli, à temps plein en IME, normalement il est censé avoir, tout ce dont il a besoin. Mais bon, toujours pareil, il faut trouver la bonne argumentation pour expliquer que l'IME n'a pas tel ou tel type d'intervention et que vous en avez besoin en plus. Enfin, typiquement, ce que j'expliquais tout à l'heure sur la guidance parentale, comme les interventions auprès de votre enfant dans un IME, elles se font uniquement, quasiment uniquement dans les locaux de l'IME. Vous pouvez avoir besoin de vous, de votre côté, d'une psychologue qui intervient à domicile, qui vous fait de la guidance parentale, etc. Donc, quand même des moyens d'argumenter qu'il peut y avoir besoin d'interventions supplémentaires. Et puis pour l'intervention remboursé par la sécurité sociale. Donc là, on est toujours dans le même cadre, même exemple typique, de l'orthophoniste.
avec le même problème que beaucoup d'IME n'arrivent pas à recruter d'orthophonistes, mais sont quand même censés assurer cette prestation. Donc, il faut, si vous avez une orthophoniste, signer, demander à l'IME de signer une convention avec votre orthophoniste pour qu'il puisse avoir ses séances au cabinet de l'orthophoniste, mais payées par l'IME. Alors, on a aussi des questions souvent sur est-ce qu'on peut organiser un temps partagé entre IME et établissement ordinaire. Alors, en théorie, c'est tout à fait possible. C'est même d'ailleurs prévu dans la nomenclature du projet personnalisé de scolarisation, bon, qui date un peu, hein, donc vous voyez que c'est les rubriques 2.8 à 2.10 de la partie 2 de la nomenclature sur les modalités de scolarisation, où c'est bien écrit qu'on peut cumuler unité d'enseignement et scolarisation en milieu ordinaire à temps partagé ou en CLIS à temps partagé ou en ULIS à temps partagé. Alors, qu'est-ce que cette CLIS? En fait, La CLIS, c'est excuse-moi de l'ancien nom. t'interrompre, Ouais. mais en fait, il y a beaucoup de questions sur un mi-temps. Donc ça, effectivement, comme tu viens de le dire, c'est possible. Et l'autre mi-temps en IEF. Et ça, moi, j'ai jamais vu. Ça me dit rien au niveau des textes. En fait, là, on va peut-être plutôt tomber dans un espèce dans une organisation plutôt de type DAM. On y reviendra à la fin parce que Ouais, pour moi, la différence entre un DAM et un IME, c'est qu'en fait, le DAM permet un accueil à temps partiel dans un IME, en fait. Donc, dans ce cadre-là, pourquoi pas alors, c'est plutôt conçu pour être une espèce de passerelle entre IME et CESAD. Mais finalement, comme le DAM veut introduire cette notion de souplesse dans les modalités d'accueil, peut-être que dans ce cadre-là, on peut leur dire, bah, moi, je préférerais que mon fils soit accueilli 2 jours par semaine en IME et que je le garde à la maison quand même 3 jours pour pouvoir lui faire de l'instruction en famille. Ce n'est pas encore quand même des pratiques très, très ouais, ancrées et la plupart des organisations des IME restent quand même assez rigides parce qu'il y a des problématiques de prix de journée. Et ouais, donc, du coup, si l'accueil ne se fait pas à temps plein, c'est très compliqué à gérer d'un point de vue budgétaire. Ou alors, il faut qu'ils trouvent voilà, un enfant qui serait accueilli 2 jours et puis une autre famille qui trouverait ça sympa que ouais. son enfant soit accueilli Alors, 3 jours et auquel cas, ils arrivent à reconstituer leur prix de journée sur une semaine complète. Mais ça reste un pari. C'est-à-dire que si vous demandez l'IME en ayant en tête que vous allez demain négocier avec l'IME, votre enfant soit accueilli que 2 jours, bah, c'est pas du tout évident que vous l'obteniez. Et moi, à titre personnel pour mon fils, j'ai plutôt eu tendance à considérer que c'était pas dans le domaine du possible. Et donc du coup, il est plutôt en instruction en famille. Enfin bon, maintenant il a plus de 16 ans, il n'est pas en instruction en famille, mais j'ai complété avec un accueil dans une structure de type structure de répit. Donc du coup, comme c'est une structure de répit, elle permet un accueil à temps partiel. Donc du coup, il a quand même une partie de son temps en collectivité. Mais je ne suis pas trop partie sur l'idée que j'allais demander une orientation en IME en essayant de négocier qu'il puisse y aller qu'une partie du temps, parce que ça me semblait pas trop. Je ne voyais pas comment arriver à le faire passer à une direction d'IME. alors, effectivement, des notifications à mi-temps, on en voit quand même un peu. Ouais, Je sais pas, moi, je siège en CDAPH, donc il y en a une, deux par semaine. Bon, ouais. on voit 1000 dossiers en gros hein, par semaine, donc bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, quoi. Et du coup, c'est des Euh, mi-temps avec scolarité ordinaire par ailleurs, c'est ça? ouais, ou scolarité ordinaire ou Ulysse même. Voilà, on a mi-temps IME SCO, IME Ulysse. Bon, l'éducation nationale était assez favorable à ça, puisqu'ils disent que effectivement ils ont des élèves qui n'ont rien à faire dans leur école, et Mhm. que donc si on le casse déjà la moitié du temps à l'IME, c'est toujours ça de gagner. En plus, ça en casse deux à mi-temps, et du coup, ça fait une classe entière. Enfin voilà, bon, il y a des marchandages comme ça derrière. En tout cas, c'est possible. Moi, j'en vois quelques-uns par semaine. Est-ce que les gens ont fait des super dossiers ou est-ce qu'ils sont très motivés? Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette demande. En tout Mhm. cas, ça existe effectivement pour la scolarité ordinaire et pour l'ULIS, mais pour la maison, je ne l'ai jamais vu. Et effectivement, pour les IME, c'est un problème de budget, c'est-à-dire que s'ils ne retrouvent pas l'autre moitié, ils sont payés qu'à moitié, ça ne va pas du Mhm. tout. Mhm.
Mais c'est vrai qu'on le voit aussi dans les statistiques de l'éducation nationale, il y a une ligne élèves en temps partagé entre ESMS et scolarisation. Et la ligne augmente quand même, hein. Je crois qu'on doit être aux alentours des 10 000 dans les dernières statistiques qui sont en temps partagé. Voilà, donc à comparer à 70 000 accueillis en ESMS, enfin, accueillis en ESMS et scolarisés, ce qui ne représente pas la totalité des élèves accueillis en ESMS. Du coup, bon, on voit que quand même, ça rentre un peu plus dans les mœurs. Voilà, et donc du coup, ça existe dans le PPS. Tout à l'heure, je parlais de CLIS, mais CLIS, c'était l'ancien nom des Ulysse écoles. Ça ne perturbe pas dans la lecture du PPS. Après, en fonction des gens que vous aurez autour de la table dans vos équipes de suivi de la scolarisation, il y en a qui ont déjà pratiqué ce mode d'organisation et d'autres pas du tout, et qui vont freiner des cas de fer, ou alors qui vont vous vendre que l'enfant sera accueilli à mi-temps en IME et en Ulysse, mais pour mieux vous expliquer après que finalement, en fait, il ne sera pas accueilli en Ulysse, quoi. Donc, bon, il faut jauger un petit peu quand même de leur volonté réelle de faire. Et puis après, il y a aussi le sujet de si votre enfant a besoin d'une aide humaine auprès de lui, d'une AESH, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce qu'on peut avoir une AESH en IME. Alors, a priori, plutôt non. Enfin, il n'y a rien dans la réglementation qui l'interdirait, mais bon, l'éducation nationale va considérer que ce n'est pas son rôle de dédier des AESH à des établissements qui, normalement, sont déjà assez bien dotés en personnel. Donc, du coup, il y a quelques IME, notamment des IME expérimentaux ABA, qui sont structurés de telle sorte que comme c'est de l'accompagnement 1 pour 1 et donc il y a un éducateur qui est dédié à chaque enfant. Alors, c'est des éducateurs qui tournent, c'est pas forcément toujours le même auprès d'un enfant donné, mais en tout cas, à tout instant, l'enfant, il a un éducateur pour lui auprès de lui. Du coup, ça permet que cet éducateur, il accompagne l'enfant, bah, soit dans les locaux, quand il est dans les locaux de l'IME, soit s'il va à l'école, qu'il reste auprès de lui dans la classe, et donc du coup, qu'il fasse office d'AESH. Mais bon, ça, c'est plutôt le mode de fonctionnement d'un établissement expérimental qui a une dotation budgétaire supérieure à la dotation moyenne d'un IME. Ça existe. Vous avez alors à nouveau un projet individualisé d'accompagnement et un emploi du temps concernant un enfant accueilli en IME autisme. Alors à nouveau, je m'en excuse, mais nous n'avons que des d'enfants autistes qui ont répondu à notre appel quand on a demandé des PIA. Mais encore une fois, si vous en avez d'autres, ça donnera d'autres exemples, parce que là, effectivement, c'est un exemple voilà, d'un enfant qui est accueilli 3 journées par semaine plus 2 demi-journées, donc 4 journées en tout. Donc un quasi temps plein, et donc avec un éducateur, un ergothérapeute et puis une orthophoniste 3 fois par semaine, mais qui exerce elle à son cabinet et à nouveau conventionné. Donc je vous laisserai regarder son projet individualisé d'accompagnement et son emploi du temps. Je voulais vous parler aussi de l'amendement Creton, parce que quand un enfant est accueilli en IME, normalement c'est jusqu'à ses 20 ans. Mais de la même façon qu'il est difficile d'obtenir une place en IME, il est aussi difficile d'obtenir une place dans un établissement pour adultes. Alors, l'établissement pour adultes, ça peut être les foyers d'accueil médicalisés, les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, ou même un centre d'accueil de jour. Donc là, c'est un accueil qui est, comme on l'indique, uniquement la journée, contrairement aux femmes et aux MAS où la personne est accueillie, réside sur place et dort sur place. Et donc voilà, donc quand l'enfant arrive à ses 20 ans, parfois les parents ont fait des demandes d'admission dans des structures pour adultes et ils n'ont que des réponses négatives. Donc dans ce cas-là, vous pouvez demander à la MDPH une prolongation de l'accueil. L'amendement Creton, parce que c'est un amendement qui avait été proposé par le député Creton ou le sénateur, je ne sais pas si c'était député ou sénateur. Et donc, du coup, la MDPH peut renouveler pendant 1 an l'accueil, et chaque année, en fait, il faut lui redemander de se prononcer pour prolonger l'accueil. Aujourd'hui, il y a 6 000 adultes qui sont accueillis de cette manière en amendement Creton dans les IME. Alors, ça veut dire aussi que dans les IME, vous avez voilà, une plage d'âge
des personnes accueillies qui peut être hyper large, hein, parce que potentiellement, un IME peut aussi bien accueillir un enfant de moins de 3 ans qu'un adulte qui a 22 ans et qui est en amendement Creton. Donc, après, ça demande quand même une organisation qui permette de faire quand même, dans les prestations et interventions de groupe, il faut une organisation qui permette de faire des interventions cohérentes. Évidemment, on ne va pas mettre dans un même groupe un enfant de 3 ans et un adulte de 22 ans. Mais bon, il faut avoir en tête que c'est une difficulté que les IME peuvent avoir à gérer. Petit quiz. À votre avis, depuis la loi du 11 février 2005, est-ce que le nombre d'enfants accueillis en IME est en baisse, stable ou en hausse? Sachant que, pour rappel, la loi du 11 février 2005, c'était la loi, la grande loi handicap, la dernière grande loi handicap qu'on ait eue et qui avait notamment vocation à promouvoir l'inclusion. C'est le petit sondage et j'attends vos réponses. J'ai 22 réponses sur 32. 23. Vous avez encore envie de jouer. Il reste encore quelques secondes. 4. On peut dire que tout le monde a pu répondre. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Alors, vous êtes nombreux à penser que c'est plutôt en hausse. C'est intéressant comme réponse. C'est vrai que on entend quand même beaucoup, notamment de la part des professeurs d'éducation nationale, qu'il y a de moins en moins de places en IME et que détruit des places au nom de l'inclusion à tout prix. Et donc, en fait, la réponse, c'est que c'est stable. Et pour avoir les chiffres derrière, voilà. Ça, c'est vraiment les chiffres du nombre de places en IME. Alors là, c'est les chiffres DRESS, donc ça inclut les enfants qui sont connus de l'éducation nationale comme étant scolarisés, mais aussi ceux qui sont non scolarisés. Donc, c'est vraiment le nombre de places en IME, tout compris. Et donc, on était à 69 880 en 2006, on est à 70 730 en 2018. On voit que ça a été très stable durant toute la période. Alors, certes, 2018, ça peut paraître un peu loin, mais encore une fois, l'adresse, ils font une étude tous les 4 ans, et le temps qu'ils fassent la synthèse de l'étude, je pense qu'on aura les chiffres en 2024 concernant 2022. Mais je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de grandes surprises et que ce soit toujours la même chose. Donc, en fait, on est dans une situation où les profs qui disent qu'on détruit des places en IME ont tort. Il n'y a pas eu un effet de on accueille de plus en plus d'élèves en milieu ordinaire, donc les élèves qui auraient dû aller en IME viennent en milieu ordinaire parce qu'il n'y a plus de place en IME, ce n'est pas vrai du tout. On n'est pas non plus, on peut avoir l'impression aussi, quand on est parent, que il y a une tentation de l'éducation nationale d'être de plus en plus excluante et donc du coup de remplir des IME qui seraient de plus en plus gros. C'est pas le cas non plus. En fait, tout est assez stable et finalement quand on voit aussi les chiffres d'augmentation des effectifs d'élèves handicapés dans les établissements ordinaires, c'est pas parce qu'on est allé les prendre dans les IME, c'est juste qu'on reconnaît de plus en plus le handicap. Et donc, quand le gouvernement s'enorgueillit du fait qu'il y a de plus en plus d'enfants handicapés qui sont scolarisés, bon, c'est à prendre quand même avec une certaine distance. Ouais, en plus, enfin, je sais pas, il y a quand même un mouvement. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir sur les places en IME, mais donc il y a, comme dit Madame Dariussec, un redéploiement du médico-social. Et donc ce redéploiement du médico-social, je ne sais pas s'ils ont trouvé le budget, hein, mais là ils vont créer des unités d'enseignement dans les écoles avec du personnel médico-social. S'ils n'augmentent pas les postes en médico-social, ce qui n'est pas prévu, il va bien falloir qu'ils les prennent quelque part et que du coup, ils ne puissent pas être sur le terrain dans les IME. La grande mode en ce moment, c'est aussi parce qu'il y a des redéploiements, comme on dit, de nommer des coordinateurs partout.
Alors, on se demande bien qui va rester sur le terrain, puisqu'il n'y a que des coordinateurs entre l'école, l'IME, le CESA, le truc, machin. Donc, moi, je suis un peu inquiète quand même. Alors, si ils nous inventaient quelque chose qui était plus intéressant qu'un IME lambda, qui généralement ne répond pas vraiment à ce qu'on en attend, j'aurais pas de réticence, hein. Le problème des créations d'UE dans les écoles, c'est qu'il n'y aura plus qu'à traverser la cour pour exclure un élève des classes ordinaires. Donc, j'ai peur que ça fasse beaucoup de traversées de cours, hein. Y compris des élèves qui n'auront rien à y faire. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'il y a un élève TDAH qui dérange un peu, allez hop, ça risque de passer en face dans la cour. Alors, on nous a dit que, bien sûr, enfin en tout cas à Paris, que les UE seront au centre de l'école, pas du tout en face dans la cour. Rien n'est précisé. Et l'Éducation nationale, donc la CDAPH, il y a 2 semaines, n'en a même pas parlé, alors qu'il y a au moins une dizaine d'UE qui vont être créés à Paris à la prochaine rentrée. C'est quand même étonnant que celle qui est chargée de l'éducation hors ordinaire et hors Ulysse n'en parle pas. Donc, il a fallu que je lui pose la question et c'est là qu'elle m'a dit oui, on pourrait faire plus, mais bon, enfin voilà. Donc, moi, je m'inquiète de savoir où ils vont prendre le budget pour payer ces gens qui vont mettre en face dans la cour. Donc, je me dis qu'il va falloir qu'ils le prennent quelque part et que déjà, il n'y a pas le personnel sur place. Donc, j'imagine que 2 éducatrices ou je ne sais pas quoi dans une classe même de 7 ou 8, ça va être juste, que ça ne va pas être forcément un travail passionnant d'être enfermé dans une classe, même s'ils ont le droit de récupérer, enfin, d'aller jouer. Alors, on ne sait pas s'ils vont aller jouer dans la récréation tous ensemble ou s'ils vont avoir des récréations séparées, s'ils vont aller à la cantine tous ensemble ou s'ils vont aller à la cantine à 11h, parce que comme de toute façon, ils font rien, c'est mieux qu'ils mangent d'abord. Et les autres seront plus tranquilles. Enfin voilà, j'ai de grosses inquiétudes. Alors c'est peut-être mon mauvais caractère et ma façon de voir les choses qui Alors, pour te n'est répondre sur les pas... unités d'enseignement, en fait, souvent, c'est dans le cadre d'extension, parce qu'en fait, il y a 2 modalités de création de places dans le médico-social. Soit l'ARS doit faire un gros appel doit faire un appel à projet complet parce que le nombre de places créées est conséquent. Et donc, du coup, c'est des process un peu lourds, un peu longs. Mais elle a aussi la possibilité de faire un simple appel à manifestation d'intérêt dans le cadre d'extension de place. Et un ESMS peut avoir une extension de place de, je crois, 15%. Donc, du coup, souvent, ils créent l'unité d'enseignement comme un ajout, en fait, aux places existantes d'un IME. Et donc, ça rentre dans le cadre de ce quota de 15% d'extension de place. Donc, ça vient quand même en plus en termes de budget. Et l'autre aspect, et là, effectivement, je te rejoins sur le fait que les statistiques, elles vont être de moins en moins traçables, mais on y reviendra quand on parlera des dames, c'est que la notion de redéploiement, c'est aussi de dire il faudrait qu'il y ait plus de passerelles entre IME, CESAD, que tout ça soit pas trop cloisonné, qu'un élève puisse passer facilement de l'IME au CESAD et réciproquement. Et donc, du coup, d'où les dames, mais on y reviendra. Mais ça veut dire aussi que on n'aura plus un chiffre, comme ce sera plus cloisonné, on n'aura plus des catégories bien identifiées, IME, CESAD, etc. Et donc, ce sera plus difficile de suivre effectivement l'évolution des différents types de structures. Bon, après, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que les dames, il y en ait. Bon, ça, c'est quelque chose qui Non, existe depuis peu ils de vont temps, pas mais j'ai aller pas l'impression qu'il y ait jusqu'à... énormément de places de dames qui aient été créées. Donc, du coup, Non, je les dames, ne sais pas ça si a ça été une prend. expérimentation, mais ça ne diffuse quasi pas. Ouais, Donc, donc finalement, ça va voilà, peut-être c'est-à-dire pas que changer quand il faut grand-chose. mettre les moyens, ils Ouais. sont plus là, quoi. Ils font joli, mais ça ne suit pas derrière. Donc, voilà. Moi, je pensais qu'ils avaient carrément arrêté l'expérimentation des dames. Je pensais que c'était fini. Peut-être, mais c'est vrai qu'on n'en entend tellement pas parler que c'est possible. J'en reparlerai comme tout à l'heure parce que je l'avais mis dans la présentation l'année dernière, donc je voudrais réutiliser. Mais... Là, ils sont passés au DAR, mais Ouais. encore particulier. Il y avait une question de Fabienne qui demandait est-ce qu'on peut savoir la dotation financière que touche l'IME? Ouais, alors parfois. En fait, c'est de plus en plus compliqué parce que
Maintenant, les associations gestionnaires, elles fonctionnent dans le cadre de ce qu'on appelle des CEPOM, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Et donc, c'est plus forcément une dotation qui est au niveau de l'établissement en tant que tel. Ça peut être une dotation qui est au niveau de l'association gestionnaire qui, en général, gère plusieurs établissements. Mais bon, il y en a sûrement encore qui fonctionnent sous la forme d'une dotation vraiment dédiée à chacun des établissements. Et donc, il y a des arrêtés, en fait, des agences régionales de santé qui prennent la décision sur les dotations. Les arrêtés, normalement, ils sont censés être publics. Après, les ARS et les préfectures font tout leur possible pour que ce soit pas très facile à trouver sur internet. Enfin voilà, les moteurs de recherche sont pas très, très efficaces à retourner les infos sur le sujet. De temps en temps, si on a un peu de chance, on tombe sur un arrêté récent qui fixe la dotation de tel ou tel établissement. Mais c'est quand même pas évident à trouver. Et après, au niveau des statistiques, plus au niveau macro, les moyennes de dotation, etc., bah, ça, on les trouve dans les statistiques de l'adresse. Et pour répondre aussi sur l'amendement Creton, c'est pareil, hein, l'adresse suit les statistiques. Mon 6000, je crois qu'il date de l'étude 2014. Je ne suis pas allée le vérifier dans l'étude 2018. Donc, éventuellement, je le vérifierai. Mais historiquement, ça n'a pas beaucoup varié. C'est vrai qu'on a souvent un peu l'impression que ce qui provoque l'engorgement dans les établissements médico-sociaux, c'est le fameux amendement Creton, mais ça n'a pas explosé non plus entre 2006 et 2014. Hein, donc, ça reste quand même un petit peu à la marge. Voilà, on peut dire sur les IME. Et on va parler des unités d'enseignement externalisées. Alors, de quoi on parle? Déjà, on parle d'unité d'enseignement. Unité d'enseignement, si vous avez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui désigne la classe, alors à l'origine, une classe à l'intérieur de l'établissement médico-social ou sanitaire, où les enfants reçoivent un enseignement. Donc, je dis établissement médico-social ou sanitaire parce qu'il peut y avoir une unité d'enseignement dans un hôpital de jour, par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, bon, on s'est dit, bon, voilà, il faut tendre vers plus d'inclusion. Donc, c'est quand même dommage que ces élèves qui sont dans des IME soient dans des classes isolées, séparées des autres, derrière les murs de l'IME. Et donc, certains établissements spécialisés se sont mis à mettre en place des projets d'externalisation de leur unité d'enseignement. Ils ont fait des partenariats avec des établissements ordinaires pour que sur les temps d'enseignement scolaire, leurs élèves soient accueillis dans les murs d'un établissement ordinaire. Alors avec toujours un enseignant spécialisé qui est rattaché à l'IME, mais voilà, avec la possibilité de potentiellement partager un certain nombre de temps avec les élèves ordinaires, même si selon les établissements, ça se fait plus ou moins, parce que certains trouvent ça super que les élèves qui viennent de l'IME partagent les temps de récréation ou les temps de cantine avec les élèves accueillis par ailleurs dans cet établissement ordinaire. Donc ça marche dans certains établissements et ça marche moins bien dans d'autres, avec des prétextes plus ou moins fallacieux du type oui, mais ils ne supportent pas le bruit à la cantine, donc on va les mettre dans une salle à part, etc. Et puis, pareil pour les récréations, c'est mieux de faire des récréations séparées. Donc bon, voilà, c'est un pas vers l'inclusion qui marche plus ou moins bien. Mais toujours est-il que cette idée a fait des petits et que, notamment dans le cadre des 3e et 4e plans autisme, il y a des unités d'enseignement externalisé autisme qui se sont créées, mais du coup, sans que ce soit à l'initiative d'établissements qui avaient ce projet d'externaliser leur unité d'enseignement, mais plus effectivement en ajout à ce qui existait déjà. Et donc, les ARS ont fait des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt pour faire des extensions de places d'établissements pour mettre en place ces unités d'enseignement externalisées. Ça a commencé par la maternelle et puis, donc ça c'était le 3e plan autisme. Et puis avec le 4e plan autisme, il y a eu ces projets d'unités d'enseignement élémentaire autisme. Et donc, l'organisation de ces unités d'enseignement autisme est précisée via des instructions ministérielles. Donc, une UEMA, c'est 7 élèves, une EA, donc élémentaire, c'est 7 à 10 élèves.
Il y a une part de scolarisation, mais aussi des interventions éducatives et thérapeutiques qui sont réalisées dans l'enseignement, dans l'établissement scolaire. Donc vraiment, les élèves sont toute la journée dans l'établissement scolaire. Il n'y a plus du tout de lien avec un IME où ils seraient accueillis une partie du temps et puis une partie du temps dans l'établissement scolaire. Ils sont l'ensemble du temps dans l'établissement scolaire. Et ils ont donc un enseignant, idéalement un enseignant spécialisé, même si bon, dans les UE, c'est souvent quand même un enseignement spécialisé, mais on verra que on vous a sûrement dit dans la précédente formation que dans les ULIS, c'est pas toujours des enseignants spécialisés. Et en Mais dans les UMA, UE, pas c'est forcément non plus. non, non, Nous, ouais. l'année dernière, en UMA, on avait un enseignant qui n'était pas spécialisé, enfin une enseignante qui n'était pas spécialisée. Et cette année, on a une enseignante qui passe le KPI. Donc, en fait, elle n'est pas souvent là. Et on a souvent son tuteur qui vient d'une IME qui la remplace. Voilà. Mais qui n'a, pour le coup, lui, jamais enseigné en ordinaire. C'est un peu particulier pour eux. Bon, mais c'est vrai qu'il y a une vraie pénurie d'enseignants spécialisés parce que c'est pas forcément une filière qui attire. Donc en plus de l'enseignant, dans les UEA, il y a une AESH collective. Donc si vous avez retenu la formation précédente, à ne pas confondre avec AESH mutualisée, c'est-à-dire que l'AESH collective, il n'y a pas besoin de notification MDPH pour qu'il y ait une AESH collective dans une classe. C'est une ressource dédiée à la classe et donc qui est directement affecté par, les services départementaux de l'éducation nationale. Et puis en plus de ça, il y a des professionnels médico-sociaux, donc qui peuvent être éducateurs, orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, qui peuvent intervenir sur les temps scolaires, mais pas seulement. Aussi intervenir sur les temps périscolaires et puis pendant les vacances. C'est une structure médico-sociale, donc chaque élève a un projet individualisé d'accompagnement et on y reviendra plus tard pour vous expliquer ce que c'est. Et voilà, normalement, ils ont accès à la cantine, au temps de récréation, Par contre, idéalement avec les autres élèves. normalement, l'inclusion, elle est prévue dans le Ouais, dans la charte. Enfin, oui, dans la oui, oui. charte, l'inclusion est prévue. Chez nous, l'année dernière, la cantine, c'était pas en inclusion, mais c'était à cause du Covid qui faisait manger chaque classe tout seul. Donc, c'était encore particulier. Cette année, l'inclusion est liée à la cantine. Elle est pendant les temps de récréation. Ça l'a toujours été avec une classe et maintenant, ils sont avec 3 classes en même temps. Et les éducateurs, en fait, jouent un rôle d'AESH pour chacun des enfants. C'est voilà, ça pour le coup, c'est assez idéal. Et il y a de l'inclusion, mais c'est une inclusion sociale. Oui, c'est ça. C'est Normalement, il n'y a l'inclusion pas de... sociale. L'enfant, c'est pas grave s'il n'a pas le niveau, il n'est pas là forcément pour apprendre. Et l'éducateur qui est, ça peut être l'éducateur, la ESH, enfin ça dépend qui s'en occupe à ce moment-là, qui est avec, en fait, est là pour observer, mais n'est pas là pour aider l'enfant comme une véritable ESH pourrait réellement le faire, en fait. Oui, c'est un peu l'inverse de l'ULIS en termes de philosophie d'inclusion. C'est-à-dire que l'ULIS, il y a vraiment des temps d'inclusion en classe ordinaire et puis presque on part des temps d'inclusion en classe ordinaire et l'enfant aurait vocation à être dans la classe ULIS uniquement sur les matières sur lesquelles c'est très compliqué de suivre en classe ordinaire. Alors qu'à l'inverse, en UE, il n'y a pas nécessairement de temps d'inclusion prévu en classe ordinaire, même si peut-être il y a des cas où peut-être en sport, etc., ça peut peut-être se faire. Donc l'enfant est la plupart du temps dans la classe dédiée à l'unité d'enseignement. Et c'est ce qui amène aussi souvent maintenant les gens. Et pourtant, les ULIS, enfin, pareil, les ULIS, il y a de tout. Hein. Il y a aussi des ULIS où les élèves sont très peu inclus parce que, notamment dans des ULIS collèges, ils n'ont pas forcément le niveau, donc ils sont très peu inclus dans des classes ordinaires. Mais souvent, voilà, les enseignants n'aiment pas trop cette approche et ont tendance à dire ah bah, s'il ne peut pas être inclus de manière importante dans des temps de classe ordinaires, c'est qu'il n'a pas sa place dans l'ULIS, ce qui peut être un peu Alors, dommage dans certains cas. nous, pour le coup, en fait, c'est un peu particulier, mais par exemple, ma fille, elle est inclue tous les matins.
en classe maternelle et donc en UMA, et elle inclut tous les matins. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ces inclusions sont, comment dire, sont voulues par l'UMA, mais sont subies par le reste de l'école qui a accueilli l'UMA sans que ce soit une volonté de l'école. Et ça pose un souci parce qu'en fait, au final, c'est ça, c'est de l'inclusion sociale. C'est pas, ma fille qui a un niveau de fin de petite section, début de moyenne section est inclus dans une classe de grande section, donc il n'y a pas d'utilité pour les apprentissages. Et je sais que c'est comme ça pour tout le reste de sa classe. Quasiment tous les enfants sont inclus au minimum de demi-journées, mais ça n'a pas une vocation d'apprentissage. C'est de l'inclusion pour se mêler aux autres enfants. Donc, une unité d'enseignement, vous l'avez compris, est adossée soit à un établissement ou service médico-social. Donc, elle peut dépendre soit d'un IME, soit d'un CESAD. Elle peut être aussi adossée à un établissement sanitaire, un hôpital de jour, par exemple. C'était beaucoup le cas en fait des unités d'enseignement autisme initial qui existaient déjà à Paris avant le 3e plan autisme. Donc, la responsabilité de l'unité d'enseignement, elle est essentiellement portée par l'association gestionnaire. Soit le SMS, soit l'établissement sanitaire. Et le directeur d'école, dans ce cadre-là, il a un rôle dans la circulaire, ils disent mise en œuvre du projet d'école, donc inscrire le projet de l'UE dans le projet d'école, sensibiliser les acteurs de l'école et de coordination des interventions, mais sous l'angle veiller à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. Donc, globalement, c'est pas un rôle très actif dans le fonctionnement quotidien de l'unité d'enseignement. Petite question sur le devenir à la sortie des unités d'enseignement. Donc là, on a pris une étude du Grand Est, mais depuis, il y a eu d'autres études, mais c'était une des premières études qui était sortie sur le devenir des élèves dans les unités d'enseignement matériel autisme. Et donc, du coup, on a un pourcentage d'élèves qui partent vers un CP, une ULIS, une unité d'enseignement élémentaire autisme, un IME. Et donc, à votre avis, si je vous donne le pourcentage de 33%, est-ce que ces 33% d'élèves qui vont en CP, en ULIS, en unité d'enseignement élémentaire autisme ou en IME? Je vous propose de répondre. Voilà, j'ai pas mal de réponses. C'est intéressant parce que c'est assez partagé. Effectivement, c'est pas forcément évident à deviner, mais je vois quand même qu'il y a un pourcentage un peu plus élevé de personnes qui pensent que le débouché à 33%, c'est l'IME. Et vous avez raison. Vous avez les chiffres ici. Alors, il y a pas mal d'élèves en fait qui sont orientés en grande section. Il y a quand même 18% à l'issue du EMA. Donc, des élèves qui raccrochent au circuit ordinaire par un maintien finalement en grande section. Il y en a 19% qui vont dans un CP. Il y en a moins de 15% qui vont en ULIS. Et pour moi, c'est un peu une déception parce qu'en fait, je me serais attendue quand même à ce qu'il puisse y avoir des passerelles assez faciles entre une unité d'enseignement et la suite en ULIS. Alors ça, pour répondre à la question, c'est parce que c'est pas prévu. Hein, parce que moi, là, en ce moment, c'est un peu mon cheval de bataille. J'aimerais que mes enfants poursuivent en ULIS. Et on me répond que non, ce qui est prévu dans les textes, c'est l'ordinaire ou l'IME. L'ULIS, c'est l'ordinaire, donc je pense que c'est... J'ai tendance à dire que c'est un peu de mauvaise foi et que, en fait, il y a quand même dans l'esprit des professionnels une espèce de hiérarchie. Et donc, du coup, les gens se disent qu'un élève qui est en unité d'enseignement,
c'est quelque part le même élève qui serait allé en maternelle, on lui aurait peut-être donné une chance d'aller en Ulysse après. Mais quand on est déjà au niveau unité d'enseignement, quelque part, aller en Ulysse, c'est un petit peu voilà, plus challenging, c'est un petit peu un niveau au-dessus. Donc, les professionnels ont du mal à se projeter là-dessus. Et je l'ai vu pour des élèves qui avaient pourtant un très bon niveau en unité d'enseignement. Donc, c'est assez frappant quand même, les schémas de pensée des professionnels autour de ça. Et donc, c'est un peu le piège, en fait, quand un enfant est orienté en UEMA, c'est que c'est très difficile après de vendre finalement l'ULIS comme la suite de l'UEMA. Et comme il y avait, à l'époque où cette étude a été faite, donc en 2018, il n'y avait pas encore beaucoup d'unités d'enseignement élémentaires, puisqu'elles ont commencé à venir après le 4e plan autisme. Bah, du coup, il n'y avait même pas la possibilité de dire il était en unité d'enseignement, donc il continue en unité d'enseignement. En fait, il n'y avait pas vraiment assez de place. Donc, c'était pas, voilà, il y avait que 3% des élèves qui allaient en unité d'enseignement élémentaire. Et donc, c'est comme ça qu'il y en a presque 33% qui se retrouvaient en IME à la suite d'une unité d'enseignement. Et moi, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage, parce qu'on peut se dire que quand on a choisi la voie de l'unité d'enseignement, c'est parce que on avait quand même envie d'une certaine forme d'inclusion, et que finalement, au bout de 3 ans d'unité d'enseignement, on est obligé de renoncer à l'inclusion pour aller vers un IME. Voilà. En fait, c'est ça, parce qu'en fait, soit ils considèrent que si on les met en UEA, ça fait un effet filière et c'est pas ce qu'ils veulent. Ils poussent en fait au plus possible de sortir vers de l'ordinaire avec AESH, mais ça, après ça dépend des enfants, mais on sait que ça ne convient pas forcément, et donc que l'ULIS serait plus adapté, mais ils ont du mal à l'entendre, ça fait pas bien sur les statistiques après. Ça ne fait pas bien sur les statistiques. Je pense que ça ferait mieux si on inversait le pourcentage. Si c'était 33% Ulysse et 15% IME, je trouve que ça ferait mieux sur les statistiques. Enfin, en tout cas, oui, mais ça dépend qui lit les statistiques, je crois. Bon. Voilà. Donc, en tout cas, c'est si votre enfant n'est pas encore scolarisé et que vous vous posez la question d'une unité d'enseignement maternel autisme, je pense que c'est des chiffres à avoir en tête pour imaginer la suite. On parlait du DAM, alors du coup, on va en parler rapidement parce que finalement, on ne sait plus si ça existe encore ou pas. Mais il y a quand même une ordonnance en 2020 qui a généralisé à tous les établissements et services médico-sociaux ce qui existait déjà pour les ITEP, qui s'appelle dispositif intégré. Donc le DAM, ça veut dire dispositif d'accompagnement médico-éducatif. Et donc un DAM, c'est un dispositif intégré qui réunit à la fois un IME et un CESAD. Au lieu d'avoir une notification IME ou une notification CESAD, vous avez une notification DAM, et c'est le DAM qui peut décider si votre enfant il relève plutôt d'un accompagnement de type CESAD ou plutôt d'un accompagnement de type IME. Donc basiquement, est-ce qu'il va aller dans un établissement ordinaire avec le support de professionnels médico-sociaux, ou est-ce qu'il va être dans l'établissement spécialisé la totalité de son temps d'accueil? C'est comme ça que fonctionnent les ITEP aussi. Quand on parle de dispositif intégré ITEP, ça veut dire que soit l'enfant est accompagné par un CESAD ITEP mais il va continuer à être scolarisé en classe ordinaire, soit il est dans l'établissement ITEP, donc dans un établissement à part, pas un établissement ordinaire. Et donc, du coup, la logique du DAM, c'est de dire on fonctionne en plateforme, c'est plus souple, on n'a pas besoin de repasser par la MDPH quand on veut passer du CESAD à l'IME ou de l'IME au CESAD. Voilà, donc ça, c'est le principe sur le papier. Et donc, la manière dont ça fonctionne concrètement, c'est que si le DAM décide de passer d'une modalité, par exemple, CESAD à IME, déjà, en principe, il a besoin de votre accord. Mais bon, on sait qu'une fois qu'un enfant est accueilli dans un établissement ou service médico-social et que vous n'êtes pas complètement d'accord avec l'établissement ou service médico-social sur les modalités d'accompagnement, bon, le pouvoir est quand même plus du côté de l'établissement ou du service médico-social que du vôtre, parce que souvent, la tentation de l'établissement ou du service, c'est de dire ok, vous n'êtes pas d'accord, mais en fait, vous n'avez pas le choix. Parce que sinon, vous n'avez qu'à chercher une autre place ailleurs. Et comme il n'y a pas beaucoup de place, évidemment, c'est assez facile de vous imposer leur point de vue. Donc,
ça qu'à notre avis, il faut quand même un petit peu se méfier de ce mode d'organisation qui est censé être souple, mais la souplesse, c'est plus pour eux que pour vous. Et donc en pratique, une fois qu'il a recueilli votre accord, le DAM, il a juste besoin d'envoyer une fiche de liaison à la MDPH pour l'informer qu'on est passé d'une modalité à l'autre d'accompagnement. Cette fiche de liaison, elle doit être signée par vous, donc ça matérialise quand même votre accord. Et l'équipe de suivi de la scolarisation modifie le projet personnalisé de scolarisation, alors que normalement, c'est la MDPH qui est censée le rédiger, ce PPS, mais bon, en pratique, vous savez très bien que, que la MDPH ne rédige presque jamais le PPS, donc je dirais que ça, c'est presque un détail, et à la limite, l'équipe de suivi de la scolarisation, si elle fait vraiment l'effort de rédiger le PPS, elle le fera peut-être probablement mieux que la MDPH. Oui, je voulais dire, c'est un peu le même principe que le DITEP, pour ceux qui connaissent le DITEP, donc, qui a été créé il y a 2 ans, 3 ans. Donc, en fait, vous avez une orientation DITEP, et dans le DITEP, vous avez l'ITEP, le CESAD, l'école, et ils font leur tambouille entre eux pour savoir combien de temps ils le prennent chacun, et on vous fait signer le papier dans le meilleur des cas. Mais globalement, les familles n'arrivent pas à s'opposer à ces 3 entités qui sont quand même puissante, on va dire. Et donc, effectivement, si vous vous opposez, si vous voulez plus de temps de scolarisation et tout ça, ça peut très mal tourner rapidement. Donc, ça nous amène à quelques questionnements. J'en parlais tout à l'heure, hein. Est-ce que la volonté des parents va être toujours respectée? Quels sont les risques de pression de l'institution pour que les parents acceptent le passage d'un accompagnement, surtout le passage de CESAD vers IME, parce que dans le sens inverse, on peut supposer que les parents seront plutôt contents de voir que leur enfant peut, partant de l'IME, repartir vers une scolarisation en établissement ordinaire avec un accompagnement de type CESAD, mais le passage un peu imposé de CESAD à IME, ça risque de moins bien passer. Et puis, après, il y a ce qu'on disait sur le fonctionnement de prise en charge à temps partiel. En fait, le fonctionnement en DAM, du coup, avant, vous aviez un accueil en IME qui était la plupart du temps à temps plein. Si on passe d'une modalité d'accompagnement de type IME vers un accompagnement plutôt de type CESAD, du coup, ça réduit le temps d'accompagnement. Mais est-ce qu'ils ne vont pas être incités à le faire pour des raisons budgétaires plutôt que pour des raisons d'intérêt de l'enfant? Et donc, du coup, finalement, à transformer ça en une possibilité d'accueil à temps partiel, mais qui ne serait pas forcément souhaitée par les parents. Alors, on le voyait tout à l'heure, il y a certains d'entre nous qui aimerions finalement un accueil à temps partiel et qui trouvons aujourd'hui que l'accueil à temps plein en IME, c'est un peu rigide parce que ça ne nous permet pas par ailleurs de mettre en place ce qu'on voudrait en termes d'intervention. Mais il peut y avoir le cas inverse où on va vous dire, maintenant, l'accueil en IME, c'est plus 4 jours et demi par semaine, c'est 2 jours. Et puis, on répartit la pénurie. Un peu ce qui s'est passé avec les AESH. Hein. Avant, l'AESH mutualisé au tout début où on a créé les AESH, ça n'existait pas. Et puis, quand ils se sont rendus compte de l'explosion du nombre de demandes d'AESH, ils ont créé ce système d'AESH mutualisé qui revient à répartir la pénurie. Donc, il peut y avoir quand même ce risque-là du côté des dames. Pour des raisons budgétaires, parce que voilà, on voit ici les dotations médianes pour une place en IME ou en CESAD. Une place en IME, c'est un peu plus de 43 000 € par an. Une place en CESAD, c'est un peu plus de 21 000 € par an. Et on ne sait pas quelle serait la dotation médiane pour une place en DAM. Mais voilà, si c'est entre les deux, les dames, ils vont être obligées de faire des arbitrages et parfois de dire désolé, il y aurait trop de besoins d'enfants à accueillir sur un format d'accompagnement de type IME, mais comme on n'a que une dotation de 30 000, on peut pas, on peut pas assurer tous ces besoins. Donc, finalement, on a l'impression que ce mode d'organisation qui était très, très demandé pourtant par certaines personnes dans le médico-social a du mal à se mettre en œuvre. Donc, c'est peut-être une bonne chose ou pas. Mais bon, si vous entendez parler de DAM, en tout cas, vous saurez un petit peu quels sont les points de vigilance à avoir. Maintenant, on va parler de vos droits quand votre enfant est accueilli en ESMS. Donc, déjà, quand il est accueilli en SMS, la première chose qui est faite, c'est que vous signez un contrat de séjour avec le SMS, donc dans les 15 jours qui suivent son accueil. Alors, n'hésitez pas à lire le contrat de séjour, à poser des questions.
faut aussi essayer de demander des modifications si vous n'êtes pas d'accord avec certains passages. Alors en général, les ESMS vous répondent catégoriquement non, mais normalement c'est un contrat, donc les deux parties sont censées pouvoir en négocier les termes. Mais on se rend compte que c'est un peu rigide, puis souvent quand on demande des modifications, le SMS va vous expliquer que de toute façon, il a déjà fait valider le modèle de contrat par l'ARS et que donc du coup, il ne peut pas en changer une virgule. Bon, moi, je trouve que ça vaut toujours la peine quand même en tout cas, de lire attentivement et de vérifier s'il n'y a pas des clauses illégales, parce que parfois, il y en a, et on y reviendra. Et puis se rappeler aussi que le contrat de séjour il est censé être élaboré avec votre participation, c'est écrit dans le code de l'action sociale et des familles, donc c'est pas très légitime de la part de l'établissement de vous dire qu'il vous impose son modèle de contrat et que vous n'avez pas le droit d'en changer une ligne. Toujours est-il que si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec le SMS et qu'il y a vraiment des clauses qui vous embêtent et que vous ne voulez pas signer, bon, à la fin, le pouvoir est quand même du côté de l'ESMS, parce que si vous refusez de signer le contrat de séjour, il va établir unilatéralement un autre truc qui s'appelle le document individuel de prise en charge, qui substitue au contrat de séjour. Donc, de toute façon, voilà, à la fin, vous n'aurez pas signé, mais il y aura quand même un document unilatéral qui sera sorti. Et ensuite, peut-être plus important encore que le contrat de séjour, il y a un avenant qui doit être fait au contrat de séjour dans l'année de 6 mois. Et là, c'est pour préciser vraiment les objectifs de prise en charge, les interventions. Le SMS, il a 6 mois pour le faire parce que c'est le temps qu'on estime nécessaire pour qu'il puisse faire une évaluation des besoins de votre enfant et du coup, après, préciser dans un projet individuel des accompagnements, des interventions qui seront faites. Donc, le contenu du contrat de séjour, basiquement, c'est la définition globale des objectifs de prise en charge au début, la mention des interventions qui peuvent commencer à être mises en œuvre avant d'avoir établi ce fameux avenant qui établira le projet individuel d'accompagnement beaucoup plus précis, la description des conditions d'accueil et de séjour. Et surtout, il ne peut pas comporter de clauses qui permettent à l'ESMS de résilier le contrat de séjour de sa propre initiative sans décision préalable de la MDPH. Et c'est là souvent, je trouve que les rédactions des contrats de séjour sont toujours un peu limites. Mais normalement, ils n'ont pas le droit de mettre des clauses qui disent que ils peuvent résilier unilatéralement le contrat de séjour parce que ils en ont marre, vous êtes un peu chiant et, et donc du coup, ils aimeraient bien que vous alliez chercher un autre établissement pour votre enfant. Donc je parlais de projet individuel d'accompagnement, c'est ce fameux avenant qui est fait 6 mois après la signature du contrat de séjour et qui est aussi mis à jour régulièrement. Donc vous verrez qu'il a différents noms. Le nom officiel dans les textes, c'est projet individuel d'accompagnement. Dans les ITEP, il s'appelle projet personnalisé d'accompagnement. Après, chaque SMS a un peu son jargon et donc du coup, il peut y avoir des noms un petit peu différents. Donc normalement, le SMS, il a 6 mois pour l'élaborer. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Parfois, c'est un sujet d'agacement pour les parents parce qu'effectivement, tant que vous n'avez pas ce document, vous ne savez pas trop exactement ce qui est fait. Vous pouvez avoir des demandes particulières de type d'intervention, mais vous n'avez pas vraiment encore eu le temps d'échanger avec le SMS et de formaliser tout ça. Donc, vous pouvez vous retrouver un peu dans une zone grise où vous n'êtes pas complètement d'accord avec les interventions qui sont faites, mais en même temps, il n'y a pas non plus de support qui a été élaboré conjointement pour dire quel type d'intervention devrait être faite auprès de votre enfant. Donc, c'est vrai que les parents ont tendance à être assez insistants pour obtenir ce document. Je pense que c'est légitime. En théorie, le projet personnalisé de scolarisation ne disparaît pas du fait de l'existence de ce projet individuel d'accompagnement. Au contraire, le PPS, normalement, c'est un élément de ce PIA. Mais après, en pratique, en tout cas, moi, pour ce que j'en vois à Paris, où les enseignants référents sont surchargés, ont déjà des centaines de dossiers, ils font d'équipes de suivi de la scolarisation ou pas d'équipe de suivi de la scolarisation pour des enfants qui seraient accueillis en IME, qui vont a priori encore en faire pour des enfants qui sont accueillis en UE, par exemple. Mais en IME, c'est vraiment beaucoup plus rare.
Mais après, vous avez, enfin voilà, c'est dommage, et vous avez tout à fait le droit de demander une ESS quand votre enfant est accueilli dans un établissement spécialisé. Donc demandez-le. Ça permet de cadrer les choses, ça permet de discuter de choses, notamment sur le volume d'heures d'enseignement scolaire. Alors normalement, c'est pas à l'ESS de décider du nombre d'heures d'enseignement scolaire auquel a droit un élève. Par défaut, normalement, un élève il a droit à un temps plein d'enseignement scolaire. Mais bon, donc quand votre enfant est accueilli en IME, c'est pas vraiment possible. Mais au moins, l'ESS, ça peut être quand même l'endroit où discuter. Si votre enfant a une demi-heure d'enseignement scolaire par semaine et que ça ne vous satisfait pas, je pense que c'est vraiment l'endroit pour en parler. Et il faut savoir quand même que il y a eu une toute première jurisprudence l'année dernière sur le fait que un élève, mais qui avait déjà de l'enseignement scolaire dans une unité d'enseignement externalisé, je crois, qui était accueilli en IME. Au bout d'un moment, on lui a dit bah non, c'est fini l'enseignement scolaire parce que je crois qu'il avait passé 16 ans. Donc on lui a dit ben voilà, il n'y a plus d'obligation scolaire, donc c'est fini. Et les parents sont allés en justice et ils ont obtenu gain de cause. Enfin, ils ont obtenu en fait. Ils ont engagé la responsabilité de l'IME et donc du coup ils ont obtenu une indemnisation de l'IME. Je crois qu'ils ont, enfin du coup l'IME a, je sais plus s'ils ont réussi à rescolariser ou pas l'enfant. Alors ça, je pense que ça a dû prendre un petit peu de temps, ce qui me semble pas que dans ce cadre-là, on est dans le cadre d'un référé. Mais ça prouve quand même que il y a quand même un peu un droit opposable à la scolarisation, même quand votre enfant est en IME. Alors là, c'était un cas particulier parce que c'était un enfant un ado qui avait déjà eu une scolarisation avant et qu'on me disait ah, bah, maintenant c'est fini. Un enfant qui intégrerait l'IME et qui, du fait de l'intégration de cette IME, se verrait privé de scolarisation parce que c'est comme ça, ils ne savent pas s'organiser autrement, puis de toute façon, ils n'ont pas d'enseignants spécialisés. Va peut-être falloir encore plus devoir démontrer auprès du juge que il a besoin d'enseignement scolaire. Mais en tout cas, la première jurisprudence va plutôt dans le bon sens. Et sinon, pour conclure, le projet individualisé d'accompagnement, c'est quelque chose qui doit être élaboré, qui est élaboré par l'établissement, mais avec votre participation. Ça, c'est une recommandation de l'ANESM. Donc, c'est légitime aussi d'avoir des itérations autour de ce PIA, qui vous en envoie un projet, qui vous demande vos remarques, les compléments, ce que vous voudriez apporter, quelles sont vos demandes, quels sont les besoins de votre enfant. Normalement, c'est la manière normale d'établir un PIA. Le SMS n'est pas censé vous imposer des objectifs et des interventions sans que ça ait fait l'objet d'un échange avec vous. Après, le PIA, par contre, c'est pas quelque chose de normé. Parce qu'une fois, on m'a demandé, montrez-moi, c'est quoi le modèle type de PIA? Il n'y a pas de modèle type. C'est pas comme le PPS. Le PPS, il a été normalisé à un moment. Ça sert pas à grand-chose parce que les MDPH en font pas plus pour autant. Mais au départ, dans la réglementation en 2005, projet personnalisé de scolarisation, c'était un peu libre. Puis voyant que les MDPH ne rédigeaient jamais le projet personnalisé de scolarisation, le gouvernement s'est dit, bon, je vais donner un modèle. Donc en 2015, il y a eu un arrêté qui détermine les différentes cases à remplir pour élaborer un PPS. Le PIA, pour le coup, c'est libre. Et en fait, une manière de savoir ce qu'il devrait y avoir dans le PIA de votre enfant, c'est de regarder les recommandations de bonne pratique de la HAS et de la NESP. Alors, il y a des recommandations très complètes, notamment pour les enfants autistes, qui disent que les interventions, elles visent le développement de l'enfant dans les domaines sensoriels moteurs, communication, langage, interaction sociale, émotion et comportement, que le projet personnalisé doit comporter des objectifs fonctionnels, des moyens proposés, qui fait quoi, donc les professionnels pour le mettre en œuvre, les échéances de réévaluation de ces objectifs. Donc, il y a quand même un cadre dans lequel peut s'inscrire l'établissement pour faire un PIA qui tienne la route. Les recommandations, elles disent aussi quel type d'approches sont recommandées. Donc, c'est des approches éducatives, comportementales et développementales, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie. Alors, s'agissant de la psychanalyse, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus, les recommandations, elles ne disent pas que c'est interdit. Elles disent un truc comme quoi c'est non consensuel, je crois. Donc, bon, évidemment, il y a toujours ce débat sur les établissements qui n'appliquent pas vraiment les approches recommandées.
Bon, ça, c'est plutôt des questions à se poser avant l'admission de votre enfant. Et donc, c'est aussi partie de ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut se renseigner sur les établissements. Les autres parents qui ont des enfants qui sont dans ces établissements doivent pouvoir vous dire quelles sont les approches sur lesquelles ils s'appuient. Voilà, et puis la HAS, elle dit aussi que l'implication des parents, elle est recommandée dans la détermination du projet, mais aussi dans l'accompagnement au quotidien. Donc tout ça, voilà, devrait être pris en compte dans l'élaboration du PIA. Alors, ce qu'il y a aussi dans un ESMS, c'est un conseil de vie sociale. Enfin, dans un ESS, on va dire dans la plupart des ESMS, parce qu'en fait, dans certains types de ESMS, le conseil de vie sociale est obligatoire, mais il n'est pas obligatoire dans les ESMS qui accueillent majoritairement des enfants de moins de 11 ans. Parfois, il n'y en a pas. Alors, parfois, il n'y en a pas dans des CESAN. Dans les IME, à ma connaissance, c'est quand même une pratique plutôt usuelle d'avoir un conseil de vie sociale. Voilà, donc c'est un conseil qui a une valeur consultative, hein, il peut juste donner son avis, mais voilà, il peut faire des propositions sur tout ce qui concerne le fonctionnement de l'établissement, les activités, l'animation socioculturelle, les services thérapeutiques, les projets de travaux, d'équipement, la nature des services rendus, l'affectation des locaux, l'entretien des locaux, etc., les relogements en cas de travaux ou de fermeture, quand par exemple c'est un IME avec un internat. L'animation de la vie institutionnelle. Donc voilà, il peut toucher un champ assez large, mais surtout c'est un endroit où bah, vous pouvez avoir de l'information de la part de la direction sur le fonctionnement général de l'établissement, et c'est un endroit où vous pouvez poser des questions. Donc si vous avez besoin de vous impliquer, bah, c'est un peu comme quand votre enfant est scolarisé en établissement ordinaire, hein. Il y a des parents qui s'impliquent pour être représentants des parents d'élèves. Bah là, vous pouvez aussi être représentant des parents de l'établissement au sein du conseil de vie sociale qui se renouvelle tous les 1 à 3 ans. C'est utile à connaître, puis utile à connaître aussi pour essayer d'identifier quels sont les parents qui font partie de ce conseil de vie sociale, parce que a priori, si le conseil de vie sociale joue son rôle et que la direction joue le jeu, c'est aussi potentiellement les parents qui ont le plus d'informations sur le fonctionnement de l'établissement. Alors, petite question, si l'établissement ou service médico-social où est accueilli votre enfant veut mettre fin à la prise en charge, il peut. Alors, soit cesser la prise en charge après un délai de préavis fixé dans le contrat de séjour, soit saisir la MDPH en vue d'une réorientation, soit mettre fin à la prise en charge dès lors que la MDPH a pris une décision de réorientation. Je vais vous lancer le petit sondage et je vous laisse répondre. Il y a plusieurs réponses possibles. Vous êtes 18 à avoir répondu. Il reste encore quelques secondes. Voilà, je vais mettre fin au sondage. Et je vais vous partager les résultats. Donc, vous avez surtout répondu saisir la MDPH en vue d'une orientation et un peu moins mettre fin à la prise en charge dès lors que la MDPH a pris une décision de réorientation, mais c'était les deux bonnes réponses. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est cesser la prise en charge même après un délai de préavis fixé dans le contrat de séjour. La notion de délai de préavis, c'est plutôt dans l'inverse. C'est plutôt que vous, quand vous voulez mettre fin, potentiellement, le contrat de séjour peut prévoir un délai de préavis, mais vous avez une grande liberté de mettre fin à la prise en charge. Alors, sous réserve, évidemment, d'éviter les ennuis et notamment d'éviter que ça génère la transmission d'une information préoccupante parce que l'établissement s'inquiète que vous n'avez pas mis en œuvre, enfin, vous n'avez pas mis en place prise en charge alternative. Mais bon, vous avez quand même une certaine liberté. Par contre, le SMS, lui, il ne peut pas théoriquement faire tout ce qu'il veut.
l'établissement, en fait, il y a une petite phrase dans l'article L241-6 du Code de l'action sociale et des familles qui dit que pour réviser l'orientation, l'établissement ne peut mettre fin de sa propre initiative à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Et donc, du coup, c'est pas mal d'avoir un tiers dans la boucle parce que l'établissement, il peut dire oh, j'en ai marre, je veux plus accueillir cet enfant, ses parents sont chiants, mais si la MDPH dit ben non, moi je trouve qu'il est très bien chez vous et de toute façon, j'ai pas d'orientation alternative à proposer, ben il faut qu'il fasse avec. Et donc c'est quand même assez protecteur. Donc retenez que normalement le SMS il peut pas décréter du jour au lendemain que votre enfant ne reviendra pas lundi parce que il s'est passé je ne sais quoi, c'était compliqué, etc. Normalement l'établissement il doit quand même assumer ses responsabilités et maintenir la continuité d'accueil. Voilà. Je vous ai à peu près tout dit. Du coup, il nous reste Alors, 20 minutes pour des questions. Et si jamais il y a des questions auxquelles on a répondu, mais qu'en fait, voilà, peut-être vous avez des compléments de questions aux questions auxquelles on a déjà répondu, vous pouvez aussi profitez-en pour les ouais. reproposer. Donc là, la dernière question, c'était, je ne sais pas si c'est possible techniquement de demander si les réponses aux questions-réponses pouvaient être jointes au replay. Normalement, je pense que ça n'apparaissait pas dans le replay du précédent. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir. Après, bon. Je sais que ça apparaît pas dans les autres replays. Enfin, moi, l'année dernière, vraiment, quand j'avais regardé certains replays, ça apparaît pas. Bon. Faut qu'on regarde, peut-être qu'il y a une solution. On va regarder. Case à cocher que j'aurais pas coché. Alors, il y a une question aussi, c'est la même Du coup, règle. si j'ai pas coché la case, malheureusement, pour cette fois, ça risque de ne pas apparaître. C'est la même règle pour l'HDJ, pour la fin de prise en charge, demande-t-on. C'est-à-dire, est-ce que quand on est en HDJ, il faut repasser par la MDPH si jamais l'HDJ essaie de se débarrasser de vous? La MDPH, elle n'est pas compétente pour les orientations en hôpital de jour. Donc là, pour le coup, c'est pas, voilà, il y a pas de, c'est moins protecteur, etc. Mais moi, souvent, en général, ce que j'ai pu voir par rapport aux hôpitaux de jour, c'est plus une problématique d'âge, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vous disent, vous avez dépassé l'âge et donc du coup, votre enfant a dépassé l'âge et donc du coup, on peut plus l'accueillir, quoi. Je crois que dans l'HDJ où était mon fils, ils en ont viré un quand même. Et je sais pas ce qu'ils ont employé comme moyen, comme c'était pas le mien et que la communication n'était pas grandissime. Vanessa demande si tu peux donner les sources des infos que tu as données sur les amendements Creton et l'année éventuellement. Ouais, c'est l'adresse. Le 6000, il date de l'étude 2014. Je ne suis pas allée revérifier dans l'étude 2018, mais ça n'avait pas beaucoup évolué de toute façon entre 2006 et 2014. On peut avoir l'impression qu'effectivement, il peut y avoir un espèce de goulot d'étranglement parce que les adultes en amendement Creton diminuent le nombre de places disponibles pour les enfants. Mais ce n'est pas non plus les ordres de grandeur. Je ne pense pas qu'on soit passé de 6 000 à 12 000. Je pourrais vérifier, mais la hausse entre 2006 et 2014, c'était c'était passé de 3 000 à 6 000, quoi. Okay. L'HDJ, non, c'est pas jusqu'à 10 ans, hein, c'est Nora qui demande. Ça dépend des HDJ, hein, c'est comme pour les IME, il y a des contraintes d'âge. Donc, moi, mon grand a été 2 ans en HDJ qui allait en fait jusqu'au collège, jusqu'à la fin du collège. Est-ce que le CESAD peut remplacer une prise en charge en libéral? En principe, c'est le principe. Mais effectivement, ils ne font pas toujours. Le problème des CESAD, c'est ça, hein, c'est ils sont censés tout coordonner, vous n'ayez plus rien à faire, trouver les prises en charge qui vont bien pour vos enfants, sauf qu'ils n'ont pas celle-là parce que personne ne veut travailler là-bas, ça ne paye pas assez. Ils n'ont pas celle-là parce qu'elle est en congé mat. Ils n'ont pas celle-là, et le problème, c'est que comme vous ne pouvez pas avoir de double prise en charge, voilà, il faut être sûr que le CESAD, c'est un super CESAD qui fonctionne bien, il y en a, hein.
Mais mais il faut vérifier avant parce que ça vous prive quand même d'une certaine liberté de choix des professionnels à qui vous confiez votre enfant. Et puis, bon, c'est comme partout ailleurs, il y a des trous dans la raquette et donc c'est pas tout à fait ça, quoi. Moi, je Euh, me rappelle qu'on avait eu une réunion avec le CESAD avant une possible prise en charge. Et pour la peine, il m'avait envoyé un document par email récapitulant le nombre d'heures exactes qu'il pourrait prendre mon enfant pour chacun des professionnels. Et avec ça, j'avais choisi si oui ou non je voulais aller avec eux. Et en l'occurrence, il y avait plus de psychomote, il y avait 20 minutes d'orthophoniste une fois toutes les 2 semaines et voilà, voilà. l'éducateur 2 heures par semaine, où j'avais dit non. Mais voilà, ça peut, on peut Le projet et la bien. réalité sont un petit Et peu voilà. éloignés, on va dire. Donc, il y a une Ouais, autre question, et ça, c'est une question de fond complètement, Stéphane. peut-être sur les CESAD, je voulais aussi ajouter un petit point, c'est qu'en fait, mais c'est vrai aussi quand vous choisissez l'IME et que vous aviez déjà par ailleurs une prise en charge en libéral, c'est que parfois c'est un peu difficile de lâcher la proie pour l'ombre, quoi. Vous savez que vous avez des professionnels en libéral sur lesquels vous appuyez depuis des années et que ça va être incompatible avec la prise en charge en CESAD ou encore plus en IME, parce qu'en IME, il a vocation à être votre enfant aura vocation à être accueilli toute la journée. Donc, du coup, les créneaux disponibles que vos professionnels libéraux avaient ne tomberont pas sur les créneaux de disponibilité de votre enfant. Et du coup, c'est vrai que oui, ça peut être un frein parce que vous savez ce que vous perdez. Vous aviez des professionnels qui suivent votre enfant qui, certes, un peu cher, mais vous ne savez pas nécessairement ce que vous aurez en échange, quoi. Donc, ça peut rentrer évidemment dans la réflexion. Donc oui, après, on a juste à la fin là, des questions de fond. Ouais. Stéphane qui demande donc, mis à part l'IME ou l'IM Pro, quelle solution après le collège? Anne demande, elle attend des décisions pour des admissions en IME. Auriez-vous un conseil à nous donner pour éviter à notre fille d'être déscolarisée en fin d'année? Donc, maintenant, dans toutes les MDPH, normalement, il y a un service qui s'occupe des sans-solutions. Ça s'appelle, je ne sais plus quoi, Réponse pour tous ou un truc comme ça dépend des Réponse accompagnée pour MDPH. tous, mais bon, c'est assez lent à mobiliser quand même et Il ça. faut vraiment être déscolarisé, ne plus avoir de prise en charge et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent en charge que les gens qui n'ont vraiment plus rien, si possible, depuis un certain temps. Donc, sur Paris, il y a une centaine de personnes prises en charge avec ce truc-là. Bon, ça tourne un petit peu, c'est-à-dire qu'ils doivent arriver à proposer des solutions, entre guillemets, pour une vingtaine par an, et voilà, quoi. Mais après, il faut voir ce qu'ils proposent comme solution, parce que souvent, la réponse accompagnée pour tous, c'est de dire, ah ben, comme on n'a rien à vous proposer de nature institutionnelle, on va vous proposer d'étudier vos droits à la prestation de compensation du handicap pour que vous puissiez financer un accompagnement à domicile. C'est ce genre de choses. Donc, en fait, franchement, il n'y a pas de solution miracle. Tout le monde a le même problème qu'une fois que vous avez votre notification d'IME, bah, peut-être qu'il va falloir que vous attendiez 2 ans pour qu'elle soit effectivement honorée. Et donc, moi, j'ai tendance à dire que la seule manière de se préparer à ça, c'est se dire, bah, si j'ai rien, comment je m'organise, quoi. Est-ce que voilà, je demande une prestation de compensation du handicap, mais qu'il va falloir demander 12 mois avant, parce que vu les délais d'instruction du dossier, il faut vraiment s'y prendre très à l'avance. Est-ce que je sais maintenir une prise en charge minimale en libéral? Voilà, je pense que faut, faut ouvrir le champ des possibles et Possible. pas se dire je vais. Enfin, Je vais pas trouver une compter que solution à ma sur place. le miracle qui fait que les planètes s'alignent au bon moment et que vous avez une place en IME au moment où vous l'aviez demandé, quoi. Après, ça ne vous empêche pas en parallèle d'être hyper insistant auprès des IME et d'aller un peu pleurer pour essayer de les convaincre que vraiment c'est le dossier de votre enfant qu'il faut faire passer au-dessus de la pile parce que vous êtes vraiment encore plus dans la merde que les 50 autres personnes qui attendent une place. Et bon, j'aurais tendance à dire qu'il faut mieux élargir le champ des possibles. Et pour répondre sur qu'est-ce qu'il y a après le collège, alors franchement, pas grand-chose. Enfin, je suis désolée, Alors, mais c'est l'étape la plus difficile en fait. Alors après, nous, on voit des gens autour de nous qui ont trouvé des solutions pour des enfants scolarisés en Ulysse Collège dans des REA, par exemple. Finalement, milieu ordinaire, mais qui peut être bien adapté pour
certains profils d'enfants handicapés avec un handicap intellectuel modéré et qui acquis suffisamment de compétences scolaires pour pouvoir s'intégrer dans un Alors, ERR. Mais c'est vraiment du cousu humain, c'est du. voilà, Il ça. y a peu de choses. Les Ulysse lycées, par exemple, c'est vraiment destiné à des profils plutôt sans déficience intellectuelle et ça n'a d'Ulysse que Très le nom, peu. parce qu'en réalité, c'est des élèves qui sont inclus dans tous les cours ordinaires avec un petit peu de support d'un coordinateur d'Ulysse qui va adapter un peu les supports et les consignes, mais ça ne va pas être adapté à un élève qui a passé 4 ans en Ulysse collège en ayant 2 heures d'inclusion par semaine, quoi. Donc, faut Donc, vraiment regarder tout ce que vous pouvez trouver. Il n'y a pas de trajectoire type et et se malheureusement, j'ai pas renseigner beaucoup de réponses. peut-être à la MDPH, parce que les MDPH, des fois, quand ils sont un petit peu actifs, essaient de trouver des solutions. Donc, par exemple, à Paris, il y a un système à la sortie de 3e Ulysse qui s'appelle HandiPro, qui est un mix entre l'éducation nationale et la MDPH et qui cherche des solutions pour les élèves qui sont en 3e Ulysse. Ceci dit, il ne faut pas compter que sur eux, hein, c'est clair. Alors, il y a quelques places en Ulysse lycée, mais comme vient de le dire Marion, c'est des jeunes plutôt autonomes. Il y a quelques places en Euréa, si tant est qu'il en reste encore, parce qu'ils sont pas mal en train de les supprimer, d'après ce que j'ai compris. Non, vraiment, enfin, Marion vient de répondre, hein, il faut chercher, imaginer ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir s'en sortir, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour son môme pour qu'il soit le mieux possible. Et il n'y a pas énormément de solutions encore aujourd'hui, ni même demain d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit prévu. C'est-à-dire qu'on voit bien le gouvernement qui est en train de monter des trucs qui ne prennent pas du tout en compte les personnes handicapées avec un trouble intellectuel. Donc, voilà. Effectivement, tout à l'heure, quelqu'un a mis qu'il fallait commander les tablettes de chocolat. Je suis assez d'accord, j'aime pas le chocolat, mais je vais trouver autre chose. Voilà, Il y non, avait c'est Mercedes qui demandait comment savoir quels sont les IME qui vont ouvrir dans mon département. Faut mener une veille active sur l'ARS. les appels à projets de l'ARS, mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, l'ARS est obligé de publier les appels à projets. Donc, au moment de leur publication, vous avez les appels à projets sur le site web, mais le temps que, mais ça va rester que le temps de réception des candidatures. Une fois que le délai pour que les associations gestionnaires postulent est fini, en général, l'info disparaît. Et puis Ouais, donc du ça coup, paraît trop après, il va tard. s'écouler encore quelques mois, le temps que l'ARS prenne sa décision. Puis après, il peut s'écouler 3 ans avant que l'IME ouvre. Donc en fait, si vous voulez savoir quels IME vont ouvrir très prochainement dans votre département, il faudra avoir une visibilité sur c'était quoi déjà les appels à projets d'il y a 4 ans ou 3 ans, parce que ça risque de s'ouvrir bientôt, quoi. Donc faut être bien organisé pour Il passait arriver un vraiment certain à. temps. Pardon? Il passait un certain temps parce que, Ouais. mine de rien, ces infos-là, il faut les chercher, ça prend du temps. Ouais. Hein. Bon, après, normalement, la MDPH serait censée le savoir, hein, Ouais, mais bon, les on sait qu'on peut MDPH, si elles avoir sont bien. une confiance limitée dans leur capacité à connaître vraiment le terreau médico-social. Alors, c'est peut-être moins vrai à Paris, c'est grand, donc il y a plein d'établissements, donc la MDPH les connaît mal. Après, dans certains départements moins densément peuplés, peut-être que la MDPH a quand même une visibilité plus précise sur les établissements existants et qui vont ouvrir bientôt, quoi. J'avais envie de répondre à Caroline aussi, pas de place en Ulysse collège. Alors, pas de place en Ulysse collège, normalement, ce n'est pas une réponse acceptable. Mais c'est vrai que les MDPH ont tendance à considérer que si votre enfant, entre guillemets, relève d'un IME, et ben du coup, c'est pas la peine de lui mettre comme orientation alternative une orientation en Ulysse, parce que c'est pas sa place. Donc, du coup, on va vous dire, bah, mettez-le plutôt en collège ordinaire avec AESH. Ce qui est absurde, parce qu'en fait, s'il relève, entre guillemets, d'un IME, on voit bien qu'il va être vite noyé dans une classe ordinaire. Mais c'est un peu une manière de vous pousser vers la sortie, parce qu'évidemment, comme ça va mal se passer, et que l'établissement va vous dire, bah, désolé, on ne peut pas assurer plus d'1 heure de scolarisation par jour, au bout d'un moment, vous allez rapidement vous décourager et passer sur une demande d'instruction en famille. Donc, c'est un peu quand même l'objectif recherché. Mais normalement, si vous avez une notification d'orientation en Ulysse collège et qu'on vous dit il n'y a pas de place,
eh ben, vous pouvez faire un référé. Et en fait, l'avantage de l'ULIS par rapport à l'IME, notamment, c'est qu'un IME, si vous n'avez pas de place, ben, vous ne pouvez pas faire de référé. Il n'y a pas de place, donc il n'y a pas de place. Pour en créer, il faut 3 ans. Donc, vous êtes sans solution. Par contre, l'ULIS, c'est une opération de carte scolaire. Donc, normalement, l'éducation nationale, elle est censée regarder en fin d'année de combien de classes d'ULIS elle va avoir besoin et elle est censée en ouvrir autant que nécessaire pour servir de notification. Donc, à partir du moment où vous avez une notification, on ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas de place. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de place et que votre enfant est à la maison, vous faites un référé liberté, 48 heures, et le juge dit bah, cet enfant doit aller en ULIS, il a une notification, il est déscolarisé, atteinte à une liberté fondamentale. Et voilà. Après, le truc, c'est que les familles font assez rarement ce type de référé parce qu'après, pour le coup, l'éducation nationale, elle a la liberté d'affecter votre enfant à n'importe quel ULIS du département. Donc, elle peut envoyer votre enfant à l'autre bout du département. Ça, vous ne pouvez rien faire contre, mais en tout cas, elle est quand même obligée voilà, de vous trouver une place en ULIS. Après, il y a des transports qui sont organisés par le département, donc même s'il est à l'autre bout du département, il y aura une solution de transport. C'est juste que ça va être des journées à rallonge parce qu'il aura des longues distances à faire en taxi, quoi. Mais n'acceptez pas la réponse qui est de dire ah ben, on ne vous donne pas de notification en ULIS collège parce qu'il n'y a pas de place, quoi. C'est l'inverse, en fait. C'est les notifications qui créent les places, en fait. En fait, le problème, c'est d'avoir la notification, puisque Oui. depuis l'année dernière, on voit des notifications de rejet d'ULIS qui n'apparaissent même plus dans les listings, parce que donc en CDAPH, on a tous les listings, et donc quand j'ai vu arriver ça, j'ai un peu crié, pleuré, râlé. Enfin, plus que râler, et en fait il faut une notification globale avec la cible, les machins et trucs, et donc on arrive effectivement à une cible qui est IME, et à défaut ordinaire, et suivant les départements, c'est avec AESH ou sans AESH, donc effectivement en ordinaire ça ne fait pas du tout. Le rejet du LIS n'apparaît plus. Or, sans notification, bah, vous ne pouvez pas prétendre à une liste. Hein, donc, voilà, vous avez le choix entre attendre l'IME dans 3, 4, 5 ans ou bien aller en ordinaire avec une AESH pour les départements qui sont généreux et qui arrivent à pourvoir les postes. Et puis, bon, très rapidement, voilà, ça va clasher. Donc, très rapidement, vous prendrez votre enfant à la maison. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est… Alors, en même temps, il y a deux choses différentes. Je pense qu'effectivement, les IME, enfin, ce qu'on nous a présenté à Paris, c'est toujours, il faut avoir des appétences pour l'apprentissage. Ça m'énerve, ça. Et bref, donc les ULIS, c'est plus du tout scolarisation pour tout le monde, hein, et puis adaptation, y compris les 3 INASH de Paris ont répondu en chœur quand j'ai dit qu'il manquait un bout de phrase dans leurs critères qui est y compris si les acquis sont faibles, et elles m'ont répondu en chœur, ça n'est pas dans le texte. Bien sûr que si, c'est dans le texte, je sais lire encore. Mais bon, voilà, c'est mensonge et c'est insupportable, quoi. Donc, effectivement, il faut déjà avoir si vous avez une notification de liste, vous avez beaucoup de chance. Donc là, effectivement, vous pouvez vous battre. Le problème, c'est que maintenant, ils en donnent de moins en moins. Et en même temps, il y a plein d'enfants qui ont eu une notification de liste plutôt pour des élèves avec troubles 10, TDAH, tout ça, et qui se retrouvent en inclusion à 100%. Et même dans certains endroits, ils vont encore plus loin. Donc, elles se retrouvent à 100% sans AESH, hein, puisqu'elles sont en ULIS et qu'on ne les accorde pas, puis surtout pour ce type de problème. Mais bon, et donc, elles se retrouvent toutes seules, elles galèrent un max, et on les invite à venir en plus de l'école, en ULIS, collège notamment, pour faire leurs devoirs. C'est des enfants qui ne sont pas fatigables du tout, ça tombe bien. C'est complètement hallucinant. Donc, moi, je me dis, parce que je suis perverse, qu'en fait, ils vont réutiliser les coordonnatrices d'ULIS un peu pour les UE qui créent. Là, à Paris, il y aura même une UE dans un collège. Bon, ça ne va pas suffire pour cette année, mais voilà. Et ils vont les utiliser un petit peu pour les UE pour dire qu'ils font un petit peu d'éducation. Et puis, le reste du temps, ils vont vider les ULIS, reprendre quelques élèves de temps en temps ponctuellement, et c'est tout, quoi. Puisqu'ils n'arrivent pas à trouver le personnel et qu'il faudra bien, s'ils font des UE dans les écoles, un enseignant pour faire au moins la façade. Donc voilà. De De toute mon façon, point de vue, hein, ça fait 15 ans qu'on est sur le sujet. Personnellement, je trouve qu'on va vers
négatif, 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 on n'obtient rien en ce moment. Tout est très bien rusé, hein. Enfin, que le gouvernement change de discours notamment et ne parle plus d'école inclusive, ce qui n'est pas faux parce que quand même on est très loin de l'inclusion, mais remplace par l'école pour tous, et pour moi un signe très négatif, c'est-à-dire qu'effectivement l'école où il y aura tout le monde, y compris dans les UE où on fera du gardiennage. Voilà, voilà. Sur ces paroles encourageantes, je vais me taper une petite... qu'est-ce qu'elle proposait, la copine? Un truc à boire, parce que non, ça ne va pas être possible. Désolée. Il y a une question, qu'est-ce qu'on peut faire quand notre enfant est en ULIS par défaut et qu'on attend une place en IME depuis des années? C'est vrai que pas grand-chose, mais on le verra dans le prochain webinaire sur les recours. Quand on attend une place en IME et qu'on n'en a pas, le seul recours possible à peu près, c'est de faire un recours indemnitaire contre l'État, ce qui ne vous assure pas une place en IME dans les 6 mois, parce qu'un recours indemnitaire, ça prend des années. Mais c'est un petit coup de pression supplémentaire parce que du coup, l'ARS qui représentera l'État sait que à l'issue de la procédure, vous aurez une petite indemnisation et que ça peut les embêter quand même d'avoir à mettre la main à la poche pour vous indemniser du fait que votre enfant n'a pas eu la place en IME qu'il attendait. Mais c'est pas ultra efficace. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile d'obtenir une place en ULIS quand vous avez une notification et qu'elle n'est pas satisfaite que d'obtenir une place en IME quand vous avez une notification et qu'elle n'est pas satisfaite, parce que c'est pas le même type de structure. Un IME, c'est géré par une association gestionnaire avec un financement de l'ARS. Vous pouvez ni vous en prendre à l'association gestionnaire qui n'a pas eu les financements de l'ARS, ni vraiment exiger de l'ARS qu'elle crée une place immédiatement parce que c'est pas possible. Donc à la fin, il n'y a pas de recours, de recours simple, alors que quand on est face à l'éducation nationale, là pour le coup, on peut exiger de l'éducation nationale qu'elle mette à disposition de votre enfant l'AESH auquel il a droit immédiatement et qu'il oriente dans une classe ULIS immédiatement votre enfant, parce que l'éducation nationale elle a la possibilité de créer la classe quasi instantanément, hein. Il faut trouver un endroit, il faut trouver une classe physique dans une école et il faut trouver un enseignant, et normalement l'éducation nationale elle a tout ça, donc ouais, c'est beaucoup moins facile de faire valoir ses droits quand on attend depuis des années place en IME. Oui, je voulais juste revenir sur un point. Tout à l'heure, Élodie, tu as dit qu'il y avait un plan de secours là, pour rembourser éventuellement le psychomote et l'ergo. Ça fait 10 ans qu'ils en parlent. Jamais passé dans un budget. Bon, c'était la partie espoir que je casse là encore une fois. Non, mais peut-être qu'elle parlait du PCPE, peut-être. J'ai un petit slide sur le sujet, donc PCPE et de... je vais peut-être vous le montrer. Si on passe par un PCO aussi, mais bon, le PCPE, c'est 1 an. Le PCO, c'est 1 an aussi. Donc là, vous avez le PCPE, donc c'est le pôle de compétences et de prestation externalisée, effectivement, qui a été vendu à un moment comme ça y est, demain, toutes les prises en charge en libéral de vos enfants vont être financées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on crée le PCPE. En fait, c'est un peu l'inverse d'un financement de la sécurité sociale où le médecin vous prescrit X séances d'orthophonie et la Sécu vous rembourse au fil de l'eau les séances d'orthophonie. Là, on donne un forfait, un machin médico-social qui s'appelle le PCPE, et avec ça, il va se débrouiller pour conventionner des professionnels en libéral et vous mettre à disposition des interventions. Mais du coup, c'est sur le principe d'un forfait, donc c'est limité en volume horaire. Souvent, les cahiers des charges limitent la prise en charge dans le temps. Certains PCPE, ils interviennent que pendant 1 an, donc ça passe vite. Et ça va être, voilà, pour dire à quel point les interventions sont limitées, ça va être pendant 1 an, vous avez une séance par semaine avec un psychologue, ou alternativement une séance par semaine avec un ergothérapeute, et rarement les deux, quoi. Donc c'était une manière voilà, de dire qu'ils prenaient en compte le fait que les parents ont des frais importants de prise en charge en libéral.
Tout en n'ouvrant pas complètement les cordons de la bourse, parce qu'il est hors de question que les psychomotriciennes ou les psychologues deviennent des professionnels conventionnés, parce que sinon tout ça coûterait beaucoup trop cher. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont créé les PCPE, et c'est comme ça aussi qu'ils ont créé les PCO, hein, les pôles de coordination et d'orientation, qui sont ces pôles qui à la fois diagnostiquent les troubles du neurodéveloppement, donc autisme, troubles 10. Donc ils ont à la fois cette vocation de diagnostic, et puis ils ont aussi la vocation de permettre les premiers temps d'accompagnement, mais toujours pareil, de manière forfaitaire, avec un volume très, très limité dans le temps. Donc oui, on n'a jamais réussi à obtenir que tout type de prise en charge en libéral soit remboursé, comme peut l'être l'orthophonie, et c'est bien dommage.